Aujourd'hui, c'est l'histoire de Marine. Au moment où tout ça se passe, Marine, elle a 25 ans et elle nous raconte que dans sa vie, il y a un gros changement. Effectivement, durant la majeure partie de sa vie, elle a vécu dans une ville et aujourd'hui, elle déménage. Et au-delà de changer de ville, elle change carrément de pays. Maintenant, elle sera domiciliée au Canada et elle nous raconte qu'elle se réjouit quand même. Elle, c'est une amoureuse de la nature, c'est une amoureuse des randonnées, donc franchement, le Canada, il n'y a pas meilleur endroit pour le pratiquer. Et bien qu'elle ait un petit peu peur de se lancer dans une nouvelle aventure complètement inconnue, elle se réjouit beaucoup. Bref, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, elle fait tous ses cartons, elle prévoit un petit peu le déménagement, et arrive le fameux jour. Une fois installée, elle nous raconte qu'elle est super heureuse, elle est dans une très grande maison, au milieu de la nature, c'est juste incroyable. Donc j'ai envie de dire, pour une amoureuse de la nature comme elle, que demander de mieux. Pendant les premières semaines et les premiers mois, elle nous raconte qu'elle a un petit peu du mal à s'acclimater. Elle a un nouveau travail, elle fait des études en parallèle, et justement, c'est dans ces études qu'elle va rencontrer sa meilleure amie. Les premiers jours d'université, en gros, elle nous raconte qu'elle était un petit peu seule à la cafétéria, elle était seule en classe, et à un moment, il y a une fille qui s'est gentiment rapprochée d'elle et qui a entamé la discussion. Depuis ce jour-là, les deux sont devenus meilleures amies, elles partagent énormément d'expériences, et elles se voient quasiment tous les jours à l'université, plus en dehors. Le seul moment où elles ne se voient pas, c'est lorsque Marine travaille dans son petit job d'étudiant qu'elle a à côté, et c'est quelques heures par semaine. Il y a un truc qu'elle adore chez sa meilleure amie, et d'ailleurs ça tombe bien, c'est qu'elle aussi, elle adore la nature, les randonnées et tout ce qui touche à ce domaine. Lorsque Marine va se promener, bien évidemment, c'est avec sa meilleure amie, elle partage des super bons moments ensemble, et d'ailleurs, c'est le thème de cette histoire. Un fameux jour, Marine est chez elle, elle reçoit un SMS de sa meilleure pote qui lui demande si elle veut aller faire une promenade. Alors maintenant, vous connaissez le personnage, Marine, elle n'y réfléchit même pas, elle dit tout simplement oui, et les deux conviennent d'une heure à laquelle se retrouver. Avant ça, elle décide d'aller faire quelques courses ensemble pour acheter de quoi grignoter pendant la promenade. Sa meilleure pote vient la chercher à la maison en voiture, et les deux se rendent au centre commercial. Là-bas, pendant 30-45 minutes, elles font toutes les courses dont elles ont besoin, elles reprennent la voiture et elles rentrent chez Marine. Elles se préparent pour commencer leur randonnée, elles mettent leurs meilleures chaussures, leur meilleur équipement, et elles partent en direction de la forêt. Oui, le trajet commence par la traversée d'une forêt, ensuite elles iront dans une montagne, c'est sublime. Mais malheureusement, ça ne dure pas que 45 minutes, on en a à peu près pour 7 à 8 heures. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, elles seront bien occupées. 1 heure passe, 2 heures passent, lorsqu'à un moment, Marine et sa pote traversent la forêt, et au loin, elles aperçoivent une sorte de maison. Alors pour nos deux amis, le lieu est complètement nouveau, la forêt, elles ne l'ont jamais traversée. Elles décident de s'approcher un petit peu de cette maison, parce que c'est vraiment la seule qu'il y a dans les alentours. Elles regardent un petit peu plus près, et elles voient qu'elle a l'air d'être abandonnée. Bon, une maison abandonnée dans la forêt, c'est pas si rare. Elle s'en approche davantage, elle regarde un petit peu à travers les vitres et elle ne voit rien. En appuyant sur la poignée de la porte d'entrée, c'est là qu'elle voit que celle-ci est ouverte. Et elles se regardent et elles se disent, est-ce qu'on entre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Là, Marine dit à sa pote, écoute, on va entrer, on sait pas si c'est chez quelqu'un ou quoi. On fait juste 1 ou 2 pas, on regarde à gauche à droite et on ressort. C'est quand même très intrusif, c'est pas chez nous. Et c'est ce qu'elles font. Elles font 1 ou 2 pas, elles regardent à gauche, à droite et elles voient que tout est en ruine. Vraiment, la maison a l'air complètement abandonnée, dedans la nature a l'air de reprendre ses droits. Là, la pote de Marine la regarde et lui dit, j'ai une excellente idée. Est-ce que ça te dirait pas que demain on revienne, on prend nos sacs de couchage et on dort dans cette maison? Marine la regarde et lui dit, pourquoi pas, c'est une expérience assez particulière, sachant qu'on ne sait toujours pas si quelqu'un habite là-dedans. Probablement que non, mais on n'a pas la certitude. Mais écoute, je suis complètement d'accord avec l'idée, ça me paraît super cool, on peut vraiment vivre une expérience de dingue. En plus de ça, le lieu est un petit peu glauque, c'est pas le lieu le plus rassurant du monde, donc pourquoi pas. Parfait, les deux amies discutent encore un petit peu pendant quelques minutes de ce qu'elles vont faire pendant cette soirée, comment elles vont dormir, ce qu'elles vont prendre à manger. Et l'idée, c'est qu'en gros, elles prennent de quoi faire des grillades, elles feront un petit feu devant la maison et elles dormiront à l'intérieur de celle-ci. Trop bien, demain elles savent ce qu'elles font et maintenant, elles continuent leur trajet. Pendant d'interminables heures, elles continuent de marcher à travers cette forêt. À un moment, elles arrivent au pied de cette fameuse montagne qu'elles doivent gravir. Et là, elles nous racontent que le paysage est juste incroyable. Carrément, pour vous dire, elle considère ça comme le plus bel endroit qu'elle ait visité de toute sa vie. Donc ça vous situe un petit peu le niveau de beauté du paysage. Vers 22 h, nos deux amies arrivent enfin à la maison de Marine. Elles ont fini leur promenade, leur randonnée, appelez ça comme vous voulez. Et là, la pote de Marine, elle nous fait une petite confidence. Elle a un petit peu la flemme de rentrer chez elle, c'est tard. Elle est fatiguée, elles ont marché toute la journée. Mais Marine, vu que c'est une vraie pote, elle lui propose carrément de rester dormir ce soir et le lendemain, elles repartiront ensemble pour cette fameuse randonnée. Sa pote la remercie beaucoup, elle accepte avec grand plaisir et les deux passent une petite soirée tranquillement. Après quelques épisodes d'une série Netflix, nos deux amies tombent de fatigue et elles s'endorment. Le lendemain matin,
C'est le grand jour, nos deux amies se réveillent, elles se font un bon petit déjeuner parce qu'aujourd'hui il va falloir des forces. Une fois qu'elles ont tout mangé, elles passent l'après-midi chez Marine, elles font quelques activités et vers 18 h, elles se mettent en route et elles tracent en direction de la forêt. Bien évidemment, elles reconnaissent les lieux, arrivées là-bas, elles arrivent vers cette fameuse maison. À nouveau, celle-ci a l'air complètement vide, complètement abandonnée, il n'y a rien qui a changé depuis la veille. Naturellement, elles s'en approchent, elles ouvrent la porte et elles commencent à installer un petit peu leurs affaires. Une fois les sacs etc. posés, elles ressortent de la maison et elles commencent à allumer un feu. Alors nos deux amies n'ont jamais fait Koh-Lanta, elles ne savent tout simplement pas comment allumer un feu, mais heureusement que Marine a eu la tête sur les épaules et elle s'est dit avant de partir, on n'a jamais fait de feu, je vais prendre un briquet et une boîte d'allumettes. Marine elle est tout simplement trop smart parce que si elle n'avait pas ça, le feu elle se le mettait dans le nez. Après 20 minutes à chercher du bois, à allumer le feu, celui-ci est enfin prêt, bien évidemment. La nuit commence à tomber, il fait absolument tout nuit, et la forêt commence à se réveiller. Elles entendent plein de bruits d'animaux, plein de bruits de branches, de feuilles qui craquent, enfin c'est l'ambiance forêt qui est un petit peu glauque. Et malheureusement pour elles, c'est quelque chose qui n'était pas prévu à la base, mais il commence à y avoir un petit orage. Le ciel se couvre très rapidement, il y a des éclairs, il y a un petit peu de pluie, mais ça reste très léger et heureusement elles ont déjà pu manger une partie de leur nourriture. Donc même si le feu s'éteint, c'est pas comme sur Koh-Lanta, c'est pas trop grave. Lorsqu'elles sont en train de manger, les deux amies discutent. À un moment, sa pote s'arrête net. Elle lève la tête et elle semble écouter quelque chose. Marine lui dit « Est-ce que tout va bien? Est-ce que t'as avalé quelque chose qu'il ne fallait pas? Ou est-ce que t'as entendu quelque chose ?» Sa pote lui dit « Chut, est-ce que t'entends ce bruit ?» Marine s'arrête de faire du bruit, elle tend l'oreille, mais elle n'entend rien. Bon, assez particulier, sa pote dit « Je sais pas, j'ai dû halluciner, il me semblait avoir entendu un bruit assez étrange. » Elle continue de manger, elle continue de discuter et tout va bien. Tout va bien jusqu'à un certain moment où sa pote s'arrête à nouveau, elle relève la tête et là elle est sûre et certaine, elle a entendu un bruit. Bon, là, notre amie Marine, elle commence un petit peu à flipper. Elle lui dit, mais qu'est-ce que t'as entendu? Parce que je te rappelle qu'on est au milieu d'une forêt, en pleine nuit, dans une maison. On ne sait toujours pas d'ailleurs si elle est habitée ou pas, probablement que non, mais on n'a pas la garantie. Explique-moi ce que t'as entendu. Et là, ce que sa pote va lui dire, va lui mettre de très gros frissons. Elle dit, je sais pas, j'étais en train de manger et j'ai entendu un bruit qui provient de la gauche. Comme si c'était quelqu'un qui était derrière la maison en train de crier ou de marmonner ou je sais pas. Après, je ne sais pas si c'est un humain ou un animal. Aucune idée, mais ça fait 2 fois que je l'entends, donc je suis pas certaine que ce soit une hallucination auditive. Marine lui dit, bah écoute, moi j'ai rien entendu, donc la prochaine fois qu'il y a ce bruit, tu me fais signe et je l'écoute en même temps. Elle continue de manger, mais à peine 20 secondes plus tard, le bruit retentit, et Marine, cette fois, elle l'entend. Par contre, pour Marine, le doute est un petit peu moins présent, pour elle, c'est sûr et certain que c'est pas un animal, c'est un humain. Après, que veut dire ce bruit? Elle en a aucune idée, mais c'est un bruit qui est pas très rassurant. C'est pas quelque chose qu'on ferait si on était tranquillement en train de marcher et en train de découvrir la forêt. Ça a plutôt l'air d'être un bruit d'une personne qui appelle à l'aide ou qui est en difficulté, enfin quelque chose comme ça. Et là l'ambiance commence gentiment à changer. Avant on était dans une petite soirée tranquillement autour d'un feu, maintenant on est dans une ambiance assez glauque au milieu d'une forêt qu'on ne connaît pas si bien que ça, dans une maison qui ne nous appartient pas, avec un bruit assez particulier. Bon, Marine et sa pote se regardent, elles se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va vers le bruit pour voir de quoi il s'agit et voir si c'est une personne qui appelle à l'aide, lorsque tout à coup, elles entendent le bruit beaucoup plus fort. Les deux se regardent, leurs pupilles sont complètement dilatées tellement elles flippent, et les deux pensent exactement la même chose. Le bruit ne provient pas de derrière la maison, mais de l'intérieur de celle-ci. Là, elles se regardent, elles se disent mais en fait on n'a pas fouillé la maison, on a juste regardé à l'intérieur, on a regardé à gauche, à droite, à l'entrée, mais on n'est pas allé voir à l'étage, on n'est pas allé voir s'il y a une cave, s'il y a un grenier ou quoi que ce soit. Et là, autant vous dire que les deux commencent sincèrement à se faire dessus parce que une forêt la nuit avec des bruits bizarres, généralement ça annonce rien de bon. Mais leur côté humain va prendre le dessus sur la peur. Elles se disent, si dans cette maison il y a une personne qui fait ces bruits, c'est qu'elle est probablement en danger. Il faut qu'on aille l'aider parce qu'on peut pas juste faire comme si de rien n'était. Et c'est exactement ce qu'elles vont faire. Elles se lèvent, les deux se regardent, elles se disent au moindre truc bizarre, on sort de la maison et on part en courant. Si on voit quelque chose de trop glauque, pareil, on ne touche pas, on ne fait rien, on va juste voir si on peut aider quelqu'un. C'est ce qu'elles font, elles se lèvent, elles vont vers la porte d'entrée et elles l'ouvrent très discrètement. Une fois le pas de la porte franchi, à nouveau, elles entendent un bruit qui cette fois-ci leur met la chair de poule. C'est une personne qui semble marmonner ou faire des bruits bizarres. Et le premier truc qu'elles s'imaginent, c'est une personne qui est en train d'agoniser. Il y a plus rassurant comme nouvelle, elles continuent leur exploration de la maison jusqu'à un moment où elles arrivent à une sorte de cage d'escalier qui descend dans un sous-sol. Là, Marine regarde sa pote, elle lui fait comprendre par le regard qu'il y a probablement quelqu'un en bas, et la confirmation va très vite arriver lorsqu'elles entendent à nouveau un bruit, et cette fois-ci le doute
n'est plus permis, il provient du sous-sol. Marine regarde une dernière fois sa pote, elle se dit bon, on a une lampe de poche, on va aller voir à l'intérieur ce qu'il se passe. Prépare-toi à voir quelque chose de bizarre, d'étrange, de gore, de glauque, peu importe, mais on va voir quelque chose auquel on n'est pas préparé. Les deux ouvrent la porte, elles allument leur lampe de poche et elles descendent dans la cave. Sans surprise, elles voient quelqu'un au milieu de la pièce qui est sur une chaise, mais c'est pas une personne qui est juste assise. Celle-ci a la bouche bâillonnée, les mains attachées dans le dos, et là, Marine comprend très vite ce qui est en train de se passer. Elle a le sang-froid pour se dire cette personne est en grave danger, c'est probablement quelqu'un, c'est même très sûr que c'est une personne qui l'a assise sur cette chaise, qui veut lui faire du mal. Elle s'empresse de lui retirer le scotch que la personne a sur la bouche. Ça lui fait un petit peu mal, ça lui fait une petite épilation, mais ça fait pas de mal. Et là, la personne lui dit directement « Merci beaucoup, mais il faut vraiment qu'on parte de là très rapidement, faut pas qu'on traîne, parce qu'elle ne va pas tarder à revenir. » Et là, je pense qu'on s'en sortira pas. Au moment où la personne prononce ces paroles, les deux amies se regardent, elles se chient littéralement dessus. Elles prennent la personne avec elles et elles remontent les escaliers. Elle sort de la maison en courant, elle laisse absolument toutes les affaires, les sacs de couchage, les sacs, tout ce qu'il y a, et elles partent le plus loin possible de cette fameuse maison. À un moment, Marine dit « Attendez, on va se poser derrière ce buisson, on va regarder ce qu'il se passe, et on va voir si cette personne qui est censée revenir pour lui faire du mal, revient bel et bien, et si c'est le cas, eh bien on va appeler la police avant, pour qu'elle puisse l'interpeller. » Heureusement, à ce moment-là, Marine a son téléphone dans sa poche, il n'était pas dans le sac qu'elle a laissé sur place. Elle a qu'une seule barre de réseau, donc la probabilité qu'elle puisse atteindre la police, elle est quand même assez faible, mais heureusement, elle compose le numéro, et quelqu'un répond. Elle leur indique très vite là où elle se trouve, elle dit écoutez, je suis au milieu de cette forêt, il y a une maison abandonnée, il faut absolument que vous envoyiez une patrouille parce qu'apparemment on vient d'éviter un drame. La personne malveillante est censée revenir d'ici très peu de temps, donc faites vite et envoyez une patrouille. À peine l'appel raccroché, la personne qui est avec Marine et sa pote pointe la maison du doigt et il dit « Elle est revenue pour me tuer ». Nos deux amies retournent leur tête, elles regardent et effectivement, il y a une femme qui s'approche en direction de la maison. Celle-ci semble tenir une très grande lame qui au passage ne présage rien de bon. Elle entre dans la maison et quelques secondes après, elle en ressort toute paniquée. Elle s'est probablement rendue compte que son détenu n'est plus là, qu'il a été libéré. Elle regarde à gauche à droite et là, elle se met à courir dans la direction de Marine, sa pote et l'individu. Dès qu'elle voit que cette personne est en train de courir en leur direction, les trois personnes se barrent en courant dans le sens inverse et heureusement, la dame ne les verra jamais. Par contre, la police est arrivée beaucoup trop tard, la personne n'était plus sur les lieux. Le détenu entre guillemets a pu s'exprimer, a pu expliquer à la police ce qui s'était passé, comment est-ce qu'il s'est retrouvé là. Et apparemment, l'histoire est bien glauque. En fait, cette personne, la dernière chose dont elle se souvient, c'est d'être dans un bar, de boire un petit peu d'alcool avec ses amis et à partir de là, plus rien. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était assise sur cette fameuse chaise, les mains attachées dans le dos, un scotch sur la bouche, et une femme très chelou qui est devant elle, en train de lui parler dans une langue assez chelou, et surtout qui a l'air d'être très menaçante. C'est là où elle prononce quelques phrases, et elle lui dit en gros « Je vais revenir et tu ne vas plus jamais ressortir ». Ensuite, elle est partie un moment et c'est là que Marine et sa pote sont arrivées. Donc là, je pense sincèrement qu'il y a une bonne étoile qui veille sur l'individu et sur Marine et sa pote parce que oui, elles auraient pu arriver à un autre moment où la femme était dans la maison et là, la tournure des événements aurait été un petit peu plus tragique. Mais c'est absolument un miracle qu'elle soit arrivée pile au bon moment où la personne n'était pas là, qu'elles aient pu délivrer ce mec et qu'elles aient pu se tirer en courant. C'est super cool parce qu'elles n'ont pas oublié le côté humain malgré le fait qu'elles étaient terrifiées. Elles ont décidé d'aller voir ce qu'il se passait pour probablement porter secours à une personne en difficulté et ça, je pense qu'on peut tous les applaudir pour ce geste. Et la partie un petit peu heureuse de cette histoire, c'est qu'en fait, à partir de ce jour-là, les trois personnes sont devenues meilleures amies. Elles forment aujourd'hui un groupe d'amis exceptionnel et je trouve ça super beau. Les deux lui ont sauvé la vie, lui il est super reconnaissant envers elle et aujourd'hui ils vivent des expériences juste incroyables, ça les a vraiment soudés. Heureusement, le garçon n'a pas de séquelles psychologiques ou quoi, malgré le fait qu'il aurait pu en avoir. Parce qu'être séquestré dans une maison abandonnée au milieu d'une forêt avec une personne menaçante, j'imagine que c'est pas la chose la plus rassurante qui puisse arriver dans notre vie, mais j'ai envie de dire tout est bien, qui finit bien. Encore une fois, bravo à Marine et sa pote pour leur courage, bravo aussi à ce mec pour son courage, le fait de aujourd'hui être heureux, d'avoir oublié toute cette histoire. Ça doit franchement pas être facile et juste un grand bravo. Je vous propose de vous raconter l'histoire de Laura. Dans sa vie, Laura, elle est super heureuse. Elle a un job, elle a son appartement, elle partage sa vie avec quelqu'un qu'elle aime du fond du cœur. Et franchement, elle a vraiment une vie super, apaisée, elle est vraiment très heureuse au quotidien. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire, c'est juste trop cool. Mais vous allez voir, son quotidien va être un
petit peu chamboulée au fur et à mesure que le temps passe. Laura, ça fait plusieurs années qu'elle travaille dans la même entreprise et elle nous raconte qu'elle s'y plaît de ouf. Ses collègues sont super sympas, les locaux sont hyper propres et le taf est super intéressant. Donc j'ai envie de dire les 3 critères principaux d'un bon job sont réunis. Un fameux jour, Laura se rend au travail, elle nous explique un petit peu comment elle procède. En gros, ses journées à elle sont millimétrées. Le matin, c'est debout à 6h. À 6h15, le temps qu'elle émerge un petit peu du sommeil, etc., elle se fait son petit déjeuner, elle le mange et à 6h30, elle prend le bus. L'arrêt se situe à peine à quelques dizaines de mètres de chez elle. Une fois dans le bus, c'est 25 minutes qui la séparent de chez elle à son lieu de travail et l'arrêt de destination se trouve pile en face des locaux, donc elle n'a même pas à marcher. Bon, mais ça c'est plutôt pratique, ça lui permet de se déplacer du travail à la maison très facilement. Elle doit pas se taper 2h30 de train, 2h30 de tram ou j'en sais rien quoi. Et justement, ce fameux jour, tout ça se passe. Elle se lève, elle prend son petit déjeuner, elle va à l'arrêt de bus et elle se rend au travail. Là-bas, pendant toute la journée, elle effectue ses tâches, elle a des réunions, des meetings, mais à partir de midi, Laura ne se sent pas très bien. Je sais pas, elle a un petit peu mal au ventre, elle a mal à la tête, elle se dit je suis en train d'attraper une petite grippe. Elle décide donc d'interrompre son travail, de prendre son ordinateur portable et de rentrer à la maison. L'idée qu'elle a, c'est de rentrer tranquillement chez elle, de pouvoir continuer la journée de travail depuis son salon et de revenir le lendemain en forme. C'est exactement ce qu'elle fait, elle prend son ordinateur, elle sort des locaux et elle se rend à l'arrêt de bus. Là-bas, lorsqu'elle est en train d'attendre que le bus passe, quelqu'un vient lui poser quelques questions. Dans un premier temps, il lui demande « Est-ce que vous avez une cigarette ?» Laura, vu que c'est une fumeuse, elle lui dit « Oui ». Et le mec dit « Écoutez, est-ce que je peux vous en prendre une et est-ce que vous auriez un briquet ?» Bon, Laura, ça lui est déjà arrivé, elle lui dit « Écoutez, pas de souci, tenez-en une, voici le briquet ». Le gars lui dit merci, il lui rend son briquet et il s'éloigne un petit peu. 2 minutes plus tard, le bus arrive, notre amie Laura monte dans le bus, l'individu également, et pendant le trajet, notre amie nous raconte que le gars il se comporte d'une façon un petit peu bizarre. En soi, c'est pas bizarre, c'est juste qu'il arrête pas de la fixer de façon très insistante, il ne détourne jamais le regard, et elle, ça la met un petit peu mal à l'aise. Je veux dire, elle est en train de rentrer chez elle, en plus de ça, elle est malade, elle a mal à la tête, elle a mal au ventre, c'est pas une situation qui est très agréable. Mais bon, au bout de 25 minutes, notre amie Laura arrive à l'arrêt auquel elle doit descendre, et là, elle remarque que ce mec un peu chelou descend également. Bon, bizarre, elle ne l'a jamais vu alors que ça fait des années qu'elle habite ici. Elle se pose pas plus de questions que ça, elle voit qu'il ne la suit pas, donc tout va bien. Elle rentre chez elle, elle enlève ses chaussures, elle va se poser sur son canapé et elle se met à travailler. Un peu plus tard, en début de soirée, son copain rentre à la maison, elle nous raconte qu'il passe une soirée incroyable. Après le repas, ils ont décidé de regarder un petit film, mais au milieu de celui-ci, la sonnette retentit. Directement, son copain va ouvrir, il se dit c'est peut-être un ami qui veut passer nous dire bonjour, mais lorsqu'il ouvre, il voit qu'il n'y a personne. Bon, vu qu'ils habitent dans un quartier où il y a beaucoup d'enfants, il se dit c'est sûrement un canular, je veux dire on l'a tous fait quand on était jeune, moi le premier. D'ailleurs une fois je me suis fait griller, j'ai nié en bloc, alors que la personne m'a clairement vu, enfin bref c'était n'importe quoi. Et là le copain de Laura, il se dit exactement ça. Il revient vers sa chérie, Laura lui dit mais c'était qui? Son copain lui raconte que voilà, il y avait personne derrière la porte, pas de problème. Il continue le film, mais 10 minutes plus tard, quelqu'un ressonne à la porte. Bon, une fois c'est drôle, 2 fois c'est peut-être un petit peu drôle, 3 fois ça va commencer à devenir assez chiant. À nouveau, il va ouvrir la porte, il regarde, il n'y a personne, il retourne vers sa chérie et à peine il s'est assis sur le canapé, quelqu'un ressonne à la porte. Bon là autant vous dire qu'il en a plein le cul, il va vite vers la porte d'entrée, il ouvre et là, cette fois-ci il n'y a pas personne, il y a quelqu'un et c'est un homme. Le copain de Laura lui dit gros, c'est toi qui viens de sonner 3 fois de suite? Le mec agit d'une façon assez particulière, il ne répond pas vraiment. Il semble regarder comme ça à l'intérieur de l'appartement derrière son copain et tout à coup, il part. Le copain de Laura ne sait pas comment réagir, il dit bonne soirée, referme la porte, la verrouille et retourne au salon. Laura lui dit mais c'était qui? Enfin qui peut s'amuser à sonner 3 fois de suite en plein milieu de la nuit? Aucune idée. Et là, son copain lui dit écoute, c'était un mec un petit peu bizarre, un petit peu chelou, il parlait pas vraiment, il faisait juste des bruits. Et un truc qui était particulièrement glauque, c'est qu'il semblait regarder derrière moi comme s'il cherchait quelque chose du regard. Au moment où il dit ça, Laura, elle a une sorte d'illumination dans sa tête, elle lui dit mais il ressemblait à quoi ce mec? Là, son copain commence à lui décrire l'individu, il lui dit écoute, il avait une veste un petit peu jaune-verte, un jeans très foncé, des baskets blanches, et au moment où il prononce ces phrases, Laura, elle commence un petit peu à bader. Elle lui dit mais attends, redis la couleur de sa veste? Elle lui dit elle était, il me semble, jaune-verte, c'était un vert un petit peu bizarre. Et là, Laura, elle ouvre grand les yeux et elle lui dit mais c'est le mec à qui j'ai donné une cigarette en sortant du travail et c'est le même mec qui était dans le bus qui me fixait droit dans les yeux, enfin c'était hyper bizarre et qui insistait. Comment est-ce qu'il sait que j'habite là? Son copain lui dit j'en ai absolument aucune idée, je sais pas qui est ce mec, je le connais pas, j'ai jamais vu de ma vie. Et Laura lui dit c'est ça le problème, c'est que je ne l'ai jamais vu ici dans le quartier, sachant que ça fait des années qu'on habite ici, donc je ne sais pas d'où il sort. Bref, les deux amoureux continuent le film malgré le fait que voilà, cette situation les a un petit peu perturbés. À la fin de celui-ci, ils éteignent la télévision
ils vont dans la chambre et finissent par s'endormir. Le lendemain matin, notre amie Laura, elle nous raconte qu'elle se sent beaucoup mieux, elle se sent prête à retourner au travail. Elle se lève à la même heure que tous les autres jours, elle se fait son petit déjeuner, elle sort de l'immeuble et elle va prendre le bus. Arrivée à l'arrêt, elle panique parce qu'elle voit qu'il y a un homme qui est assis sur le banc, qui la fixe en train d'arriver, et cet homme, c'est le même que toutes les fois précédentes. Là, pour Laura, ça commence à devenir assez bizarre. Elle lui pose la question « Excusez-moi, est-ce que c'est vous qui êtes venu hier soir sonner chez moi ?» Et à sa plus grande surprise, le mec nie en bloc. Il dit « Non, pas du tout, moi j'étais chez moi tranquillement en train de regarder la télévision avec ma chérie. Je ne sais même pas où vous habitez, donc non, ce n'était pas moi. » Laura, elle se sent super mal à l'aise, elle lui dit « Oh, excusez-moi, je voulais vraiment pas vous déranger, je me suis sûrement trompé de personne. Encore désolé, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt peut-être. » Et au moment où elle dit ce mot, le gars la regarde et il lui dit « Oui, à bientôt. » Là, Laura, ça la refroidit immédiatement parce que elle sent qu'il y a un truc bizarre, mais elle prête pas plus attention à ce détail, elle s'éloigne un petit peu, elle attend le bus et une fois que celui-ci arrive, elle monte dedans. Elle arrive tranquillement à destination, là-bas, elle fait toutes ses tâches pendant toute la journée et à 18 h, elle rentre chez elle. Une fois qu'elle arrive dans son immeuble, elle monte les escaliers, elle arrive à sa porte d'entrée, elle l'ouvre et dans l'appartement, il y a déjà son copain. Aujourd'hui, il a fini un petit peu plus tôt, tant mieux, les deux vont pouvoir passer une excellente soirée. Ils se posent devant la télévision, ils se font un bon repas et à la fin de la soirée, ils vont au lit. Au milieu de la nuit, Laura se réveille parce qu'elle entend des bruits qui proviennent du couloir, donc à l'extérieur de l'appartement. Elle enfile ses petites pantoufles, elle sort de sa chambre et elle va voir à travers l'œillet. Alors autant vous dire qu'elle voit que dalle, il n'y a personne. Elle retourne dans son lit et se rendort très vite. Le lendemain, c'est une nouvelle journée qui commence pour Laura. Elle se lève, elle va au travail, mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent que les autres jours. Effectivement, elle sait qu'à son travail, ils sont en train de travailler sur un projet très spécifique et très urgent. Du coup, elle va rentrer beaucoup plus tard que les autres jours. Après une journée interminable, à 22 h, Laura peut enfin quitter son lieu de travail. Elle se rend à l'arrêt de bus et en attendant celui-ci, elle est sur son téléphone. Là, elle voit que son copain lui a laissé un message comme quoi il sortirait ce soir avec des potes pour profiter un petit peu de sa soirée. Il ne serait pas là très tôt, donc il faut pas qu'elle l'attende pour aller se coucher. Pas de souci, 2 minutes plus tard, le bus arrive. Elle monte à l'intérieur, elle est complètement seule dans celui-ci. Une fois dans son immeuble, elle monte chez elle, elle arrive en face de sa porte d'entrée, elle prend ses clés, elle déverrouille la porte, mais elle se rend très vite compte qu'en fait il n'y a pas besoin, car la porte n'est pas verrouillée. C'est sûrement son copain qui a oublié de la fermer lorsqu'il est parti, il n'y a pas de problème, ça lui arrive très souvent. Elle entre chez elle, elle pose ses affaires, elle enlève ses chaussures, elle va se poser sur son canapé, elle allume sa télévision et elle se met une petite série Netflix. Pour être dans l'ambiance, elle éteint toutes les lumières de l'appartement, mais au bout de 20 minutes, elle entend un bruit assez chelou. Et oui, elle commence immédiatement à flipper parce qu'elle a entendu une personne éternuer. Et c'est pas comme si ce bruit provenait de la rue d'en face, pas du tout, le bruit provient de sa chambre à coucher. Là mes amis, je vous raconte pas l'état de Laura, elle a juste trop peur, elle se dit directement c'est ce barjot qui est venu chez moi, qui s'est planqué je ne sais où dans ma chambre, c'est hors de question que j'aille fouiller toute seule. Et là, elle a un réflexe qui va peut-être lui sauver la vie. Elle reste dans le salon et elle ferme la porte à clé. Elle a de la chance d'avoir un salon qui est séparé par une porte, donc elle s'enferme à l'intérieur de celui-ci, elle saisit immédiatement son téléphone, elle fait le numéro de son copain et elle l'appelle. Elle lui dit « Chérie, il faut absolument que tu rentres très vite, désolé pour ta soirée mais on va la repousser. Je crois bien qu'il y a le mec chez nous parce que je viens d'entendre un bruit très suspect qui provient de notre chambre à coucher. Et aux dernières nouvelles, je ne te trompe pas donc je suis juste toute seule à la maison. » Son copain arrive très vite à la maison, mais arrivé devant la porte d'entrée, il voit que celle-ci est grande ouverte et il y a des sortes de traces de pas par terre. Il va toquer à la porte du salon et il dit « Écoute, c'est moi, tu peux sortir, tu peux déverrouiller la porte. » Laura sort en pleurs, elle le prend dans ses bras et là son copain lui dit « Quand je suis arrivé, il y avait la porte d'entrée grande ouverte, je pense que ce malade est parti. Dès qu'il a vu que tu t'étais enfermé, il ne pouvait rien faire, il n'avait pas de moyen d'accéder au salon où tu étais. Donc il est juste parti quoi. » Laura, elle pleure toutes les larmes de son corps, ils appellent quand même la police pour qu'ils viennent relever des empreintes ou voir ce qu'ils peuvent faire. Et à partir de cette nuit-là, c'est impossible pour Laura et son copain de rester vivre dans ce bâtiment. Parce que heureusement que Laura a eu le bon réflexe de s'enfermer dans le salon parce que on ne sait pas quelles étaient les intentions de ce mec. Et je peux vous garantir que c'était bel et bien ce mec bizarre qui était dans leur chambre à coucher parce qu'il a tout avoué aux enquêteurs. Et oui, Laura, lorsque la police était là, elle a donné une description très précise de l'individu. Les policiers ont pu mettre la main sur lui, ils lui ont posé quelques questions, et là, le mec a tout avoué. Alors, les intentions, par contre, on ne les connaît pas.
L'idée que les enquêteurs ont, c'est que c'est une personne qui souffre d'une maladie qui fait qu'on a deux personnalités et qu'en fait, lui-même ne se souvient pas qu'il est allé dans la chambre de Laura ce soir-là. Il y a une personnalité qui est très gentille, complètement normale, et l'autre qui est un petit peu plus instable, un petit peu plus bizarre, et surtout j'ai envie de dire imprévisible. C'est d'ailleurs un diagnostic qui a été posé par un professionnel de la santé, et suite à cela, cette personne a été prise en charge dans une clinique spécialisée. Malgré tout, Laura et son copain ont décidé de déménager parce que pour eux c'était juste impensable de rester là, et je pense sincèrement qu'ils ont bien fait. En tout cas, Laura, elle garde beaucoup de séquelles aujourd'hui de cette histoire parce que ça l'a beaucoup traumatisée. Heureusement qu'elle a eu l'idée de s'enfermer dans le salon parce que on ne sait pas ce qui lui serait arrivé. Surtout, est-ce que l'individu qui était dans sa chambre était lui-même à ce moment-là? On ne sait pas. On ne connaît toujours pas le motif, donc ça aurait pu bien mal tourner. J'espère que mon histoire vous a plu. Maintenant, je vous propose de laisser la parole à Léo qui va vous raconter une histoire. Et comme j'ai dit en début de vidéo, restez jusqu'à la dernière seconde pour voir un petit peu ce qu'il a à vous expliquer. Je vous spoil pas. Merci Léo d'être présent sur cette vidéo, ça me fait super plaisir. Et je te laisse raconter ton histoire. Merci beaucoup à toi Melvin de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être compris et comme Melvin vous l'aura peut-être sûrement expliqué, ou pas du tout, sûrement d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une personne de ma famille qui est assez flippante, assez horrible. Vraiment, dites-vous que vous allez penser que c'est fake. Alors que pas du tout. L'histoire est bien réelle de A à Z et j'espère que vous l'apprécierez. Et on commence maintenant. La personne dont je vais raconter l'histoire aujourd'hui, c'est Hector. Hector, c'est un jeune garçon. Il a, au moment des faits, quand l'histoire se passe, 18 ans. Et il faut savoir qu'il fait des études en communication visuelle. En gros, il fait des affiches, des pubs sur ordinateur, principalement. Ce jeune garçon, à cette époque-là de sa vie, il faut savoir qu'il a une bande de potes, constituée de deux garçons, Isaac et Nathan. Même si Hector réalise pas mal d'affiches et est vraiment passionné par ce qu'il fait dans ses études, ce n'est pas pour autant qu'il va se fermer à tout. Bien au contraire, il va adorer jouer au foot après les cours. Et un jour, ils vont décider, du coup, la bande de potes et Hector, de faire du foot. Ça va super bien se passer. Ils vont du coup prendre un ballon, voilà, aller jouer avec d'ailleurs d'autres personnes qui étaient présentes sur le terrain. Ça va être trop cool. Ils vont passer une trop bonne après-midi. La joie va être présente sur le terrain, mais pas très longtemps. Et vous allez comprendre pourquoi. Après avoir joué au foot, tout le monde va rentrer chez soi, mais Hector, il va rester avec ses deux potes, Isaac et Nathan, afin de rentrer en fait en même temps qu'eux. Il faut savoir qu'ils prenaient en fait le même chemin pour rentrer chez eux. Et justement, l'incident assez glauque qui va se passer, eh bien c'est passé sur le chemin du retour. Je ne spoil pas plus, c'est fou. Ça va paraître, vous allez voir, complètement faux, mais bref. Le groupe de potes, pour qu'ils rentrent chez eux, ils vont devoir passer par un petit sentier. Un sentier où, je précise, il n'y avait pratiquement personne, aucun individu, mis à part eux. Ils vont en venir du coup à passer par ce chemin-là, et là, ils vont voir qu'en face d'eux, il y a une personne qui aussi prend ce chemin, mais à l'inverse. En gros, le gars arrive en face d'eux. Bon, là ils vont se dire, c'est bizarre parce que y a personne de base qui prend ce chemin-là, mais bon, pourquoi pas. À vrai dire, c'est pas les seuls non plus à prendre ce chemin-là. Donc voilà, ils voient ce gars devant eux, mais ils vont rien dire. Le gars va sembler marcher normalement, quoi, rien d'anormal. Il va même finir par passer à côté d'eux. Et là, Isaac, il va regarder Hector, totalement paniqué. Alors là, Hector, du coup, il va lui dire « Mais mec, t'as vu quoi? On dirait que t'as vu un monstre, quoi. » C'est un peu le cas. Isaac, il va dire à Hector qu'il vient de voir le gars sortir son et l'agiter devant lui. Alors Hector, il va penser que c'est une blague et tout, il va même trouver ça ridicule, il va donc se retourner et voir si le gars, eh bien, les observe ou même, voilà, si le gars réagit. Du coup, Hector, il va appeler le gars, il va lui dire « Mec, t'es sérieux? C'est vrai ce qu'il vient de dire là ?» Le gars, il ne va pas du tout répondre, il va juste sourire et faire un signe de la main pour leur dire en gros « Venez avec moi ». Isaac n'a pas halluciné. Ce qu'il venait de faire était bien vrai, le gars a sorti en fait son devant les adolescents. Car oui, on le rappelle, ils avaient quand même 18 ans. C'est des adolescents, le gars faisait relativement vieux, on va dire 40 ans, c'est très glauque. Et cette histoire, eh bien elle est arrivée à moi-même. C'est moi qui ai vécu cette histoire-là. Hector, c'est moi. Et mes deux potes, c'était Adrian et Milo. Vous ne les connaissez pas, c'est impossible, mais voilà, je les ai appelés du coup Nathan et Isaac pour laisser un petit peu planer le mystère sur qui étaient ces personnes et qui était ce fameux Hector. Et oui, on a bien vu finalement
quelqu'un nous montrer en fait son zub sans aucune pression. Donc ensuite on s'est fait plein de scénarios, on a même regretté, on s'est dit putain on aurait vraiment dû aller confronter ce gars-là et voilà vraiment aller limite le signaler à la police, ce qu'on n'a pas du tout fait car le gars en fait s'est très vite barré, comme si en fait ça semblait normal ce qu'il venait de faire. Et vraiment on n'en revient toujours pas. L'adjectif qui pourrait définir cette histoire, et d'ailleurs n'hésitez pas à en mettre un en commentaire, ce serait pour moi morbide. Morbide à souhait. Carrément, morbide à souhait. Aujourd'hui, on est parti pour l'histoire de Samuel. À ce moment-là de sa vie, Samuel va connaître un très grand changement. Et oui, il habite encore avec ses parents malgré le fait qu'il ait déjà dépassé la trentaine. Mais c'est pas ça le changement dans sa vie, c'est le fait qu'il doit se rendre dans un autre pays pour pouvoir prendre soin de sa grand-maman qui est très malade. Il en a toujours été très proche, vraiment c'est un peu comme sa deuxième mère. Et il a convenu avec ses parents que c'est lui qui allait aller en prendre soin parce qu'elle est gentiment en fin de vie et il faut que quelqu'un l'accompagne. Samuel, lui en même temps, ça lui fait trop plaisir, c'est un peu un honneur pour lui de pouvoir s'occuper de sa grand-maman qui est en fin de vie parce qu'il l'aime vraiment de tout son cœur et pour elle, il ferait absolument tout. Et en réalité, ce tout, il va à peu près le faire parce que oui, il va déménager dans un autre pays pour pouvoir habiter avec elle pendant un petit moment. L'histoire commence donc le jour J, le jour où Samuel prend l'avion pour aller rejoindre sa grand-maman. Une fois arrivé dans le pays de destination, il nous raconte qu'il prend un taxi, il en a pour 1 heure de route et après un long trajet, il arrive enfin dans le domicile de sa grand-mère. Là-bas, il la retrouve, les deux se font un très gros câlin parce que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont plus vus. Elle est toute seule dans sa maison depuis très longtemps et franchement voir quelqu'un de sa famille ça lui fait le plus grand bien. Samuel il a pu se permettre de faire ce voyage, de déménager à l'étranger pour une raison. En fait, il est indépendant, il a sa propre boutique en ligne et ça lui permet de travailler depuis où il veut. Et ça franchement je vous avoue que personnellement c'est mon but ultime dans la vie. Pendant plusieurs semaines, Samuel s'occupe de sa grand-maman, ils font beaucoup d'activités ensemble, vraiment il a envie de profiter d'elle le plus possible et surtout il a envie de la rendre heureuse. Ça fait longtemps qu'elle est seule chez elle, il a envie de la faire profiter un max et franchement j'ai l'impression que ça a plutôt l'air de fonctionner. Effectivement, pendant toutes ces semaines, sa grand-maman a le sourire jusqu'ici, c'est la plus heureuse du monde. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Un matin, lorsque Samuel se réveille, il va voir sa grand-maman dans son lit et il constate très vite que malheureusement celle-ci s'en est allée durant la nuit. Là, Samuel il nous raconte que dans sa tête, il y a eu vraiment une sorte de bouleversement. Il s'attendait pas à ce qu'elle parte autant rapidement et surtout aussi subitement. Il a un peu la sensation de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Vraiment, il se dit mais je n'ai pas pu avoir une dernière conversation avec elle, lui dire mes derniers mots, ce que je pensais, à quel point je l'aime. Et ça, il nous explique que ça lui a pris énormément de temps à pouvoir l'accepter. À partir de ce jour-là, Samuel, il est un petit peu perdu, il est complètement dépaysé. Sa grand-maman n'est plus là, c'est la raison pour laquelle il a déménagé ici. Il ne sait juste pas quoi faire. Est-ce qu'il a envie de rester dans cette maison pour un peu honorer la mémoire de sa grand-maman? Est-ce qu'il a envie de rentrer chez lui, chez ses parents, dans son pays de base? Ça, il nous explique qu'il ne va pas prendre la décision tout de suite parce que c'est beaucoup trop frais. S'il rentrait maintenant, il aurait un peu l'impression d'être venu juste pour sa grand-maman, juste pour l'accompagner dans ses derniers moments. Et il a pas trop envie de ressentir ça. Les premiers jours seuls dans la maison sont atroces. Vraiment, il nous raconte qu'il est tellement dans un état bizarre, un peu second. Il a même l'impression que sa grand-maman se manifeste à quelques endroits de la maison. Ça peut être des objets qui tombent, des objets qui font du bruit, des portes qui claquent ou des choses comme ça. Il nous avouera par la suite qu'il ne sait pas s'il était parano, s'il était juste complètement perdu ou si c'était vraiment des phénomènes paranormaux. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires si vous y croyez à tout ça. Donc les premiers jours étaient franchement pas faciles. Au bout de 3 semaines, Samuel a eu le courage d'aller dans le cimetière pour pouvoir aller sur la tombe de sa grand-mère, un peu se recueillir. Et il nous explique que ça a été l'une des meilleures décisions de sa vie parce que ça lui a fait un bien absolument génial. Il avait en fait la sensation qu'elle était juste à côté d'elle, bon. Alors vous me direz, c'est un petit peu le cas, mais pas de la forme dont on espère. Et que vraiment, ça lui a permis de faire son deuil. Il nous explique qu'en fait, tous les soirs, il va sur sa tombe, il se met à discuter avec elle. Il lui raconte toutes ses misères, toutes les belles choses qui lui arrivent, et ça pendant des heures. Un fameux soir, Samuel se prépare pour aller justement dans ce cimetière. Il met une petite veste parce qu'évidemment, le temps n'est pas favorable. Sinon, ce serait pas une vraie histoire d'horreur. Et autant vous dire qu'à l'extérieur, il y a un bel orage, une très grosse pluie. Mais il en faut beaucoup plus pour arrêter Samuel. Lui, il est déterminé. Ce soir, il va aller rendre visite à sa grand-mère dans le cimetière. Au bout d'une quinzaine de minutes de marche, il arrive enfin au port de celui-ci, il s'engage dans les allées et il rejoint la tombe de sa grand-mère. Il nous donne une petite anecdote dans ce cimetière, c'est qu'en plusieurs semaines, il n'a jamais croisé quelqu'un. Il est toujours tout seul, vraiment, il n'y a absolument personne qui va dans ce cimetière. Il se demande pourquoi, parce qu'en fait il y a beaucoup de tombes, donc logiquement il y a beaucoup de gens qui ont perdu un proche. Après peut-être que les gens s'en foutent, mais normalement pas. Donc ça l'a toujours un petit peu intrigué et interpellé, mais il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Et avec du recul, il aurait peut-être dû. Pendant presque 2 heures, Samuel est sur la tombe de sa grand-maman, il lui explique tout ce qui lui arrive dans sa vie. À un moment, il lâche même quelques larmes lorsqu'il évoque à quel point elle lui manque. Mais à ce moment-là, Samuel entend un bruit qui provient de l'entrée du cimetière, et ce bruit n'est pas inconnu, il sait très bien de quoi il s'agit.
En fait, c'est la grande grille qui permet de protéger le cimetière qui est en train de s'ouvrir. Là, dans sa tête, il se dit mais enfin quelqu'un qui vient rendre visite à un de ses proches décédés. Sauf que si c'était le cas, je ne serais pas là à vous raconter cette histoire. Samuel se retourne pour voir un petit peu derrière lui s'il arrive à apercevoir ces gens. Il a un petit peu du mal parce qu'en fait, il y a juste aucune lumière dans le cimetière. La seule source de lumière qu'il a, c'est la lune. Et à un moment, il semble distinguer un groupe de personnes qui ont l'air plutôt jeunes. Et le truc qui lui paraît un petit peu bizarre, c'est que ces personnes, c'est comme si elle l'avait vu directement. Parce qu'en fait, ils sont 4 ou 5, ils sont en train de lui presque courir dessus. Et Samuel ne comprend pas trop, il regarde encore derrière lui pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre que le groupe d'amis pourrait rejoindre. Mais non, il est seul, donc probablement qu'ils sont en train de lui courir dessus. À un moment, Samuel commence vraiment à flipper parce qu'il voit qu'ils ne s'arrêtent pas, ils sont à peine à quelques mètres de lui, et il aperçoit que ces personnes sont vraiment jeunes. On doit être en 18, 19, 20, 21 ans au max. Et les expressions faciales qu'ils ont, ce ne sont pas les plus rassurantes du monde. À un moment, Samuel a à peine le temps de le voir arriver, mais quelqu'un lui met un énorme coup de poing. Quand je vous dis un énorme coup de poing, c'est pas un coup de poing, c'est une tarte de forain et Samuel, il s'écroule. À partir de là, il nous raconte qu'il ne se souvient plus de rien. Le moment où il a commencé à reprendre ses esprits, il s'en souvient par contre parfaitement et c'est là où les choses très glauques vont commencer. Lorsque Samuel s'est réveillé, lorsque Samuel a repris conscience, il était debout à côté d'une tombe, mais ce n'était pas celle de sa grand-mère où il était quelques minutes auparavant. À ce moment-là, il est debout, il regarde un petit peu autour de lui, il voit qu'il y a des personnes en cercle, et à nouveau, ces personnes ont l'air d'être très jeunes, et en fait, c'est les mêmes qui lui ont mis le coup de poing. Notre ami, il est complètement étourdi, vraiment, il a un peu de la peine à reprendre ses esprits, il sait pas trop où il est, et rien ne va aller en s'arrangeant, quelqu'un lui met un coup de pied dans le dos, et Samuel tombe dans un très gros trou. À ce moment-là, il se met à hurler de toute son âme, vraiment ça lui vient des tripes, et malheureusement pour lui, ça énerve encore un petit peu plus le groupe de jeunes avec lequel il se trouve. Là, une chose horrible va se passer, Samuel il est complètement paralysé dans ce trou lorsqu'il voit que les membres du groupe saisissent des pelles et s'amusent à le recouvrir. Vous l'aurez compris, le but de ce groupe c'est d'enterrer Samuel vivant, et il nous raconte qu'en fait, il a beau essayer de faire tous les efforts du monde pour sortir de ce trou, déjà, il sait qu'il ne pourra jamais parce que même s'il arrive à sortir, il y a 4 ou 5 personnes en haut qui l'attendent. Donc ils vont immédiatement le repousser dedans et même son corps ne répond plus. Il ne répond plus parce qu'en fait, il est complètement tétanisé. Vraiment, il a la peur de sa vie, il ne sait pas où il est. Mais j'ai l'impression que l'heure de Samuel n'était pas venue et que peut-être sa grand-maman l'a protégé parce qu'au bout d'une quinzaine de minutes, il y a déjà énormément de terre dans la tombe. Samuel a juste le visage en dehors, donc il peut encore respirer lorsqu'il entend le groupe d'amis se mettre à courir. Là, il ne comprend pas ce qui se passe, il a encore un petit peu de force pour essayer de crier, et très vite, il entend des sirènes qui ont tout l'air d'être des sirènes de police, ou du moins d'une ambulance, de pompiers ou je ne sais quoi. À partir de ce moment-là, Samuel ne se souvient plus de rien. Il s'est complètement évanoui et lorsqu'il s'est réveillé, il était dans un lit d'hôpital. Il a plein de machines branchées à ses bras, vraiment il a beaucoup de choses connectées. Et là il demande à un médecin qui passe par là, qu'est-ce qui lui est arrivé. Celui-ci malheureusement c'est pas le médecin qui s'occupe de lui, donc il peut pas vraiment le renseigner. Mais il lui dit, écoutez je vais aller chercher mon collègue, c'est lui qui est en charge de vous, et il va tout vous expliquer. Quelques minutes après, un homme entre dans la chambre et il se met au pied du lit, et il commence à lui parler. Et ce qu'il va lui raconter, vraiment Samuel, ça l'a traumatisé encore aujourd'hui. En gros, il était en train de se recueillir sur la tombe de sa grand-maman lorsqu'un groupe de jeunes, ils étaient 4 ou 5, sont entrés dans le cimetière et ils lui ont couru dessus. Et ils ont fait ça parce qu'en fait, les deux activités principales de ce groupe de jeunes, c'est le trafic de substances un petit peu illicites et surtout le pillage de tombes. En gros, ils ouvrent les tombes des défunts et essayent de voler les peu d'objets qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être des bijoux, ça peut être des souvenirs, ça peut être autre chose, des vêtements ou je ne sais quoi. Et généralement, ils n'en tirent pas grand-chose. Et en fait, ils lui ont couru dessus parce qu'ils pensaient que Samuel était un espion ou une personne qui allait les dénoncer, comme s'il les avait pris en flagrant délit. Et là, ils ont pas paniqué, mais ils se sont dit, mais en fait, on peut pas le laisser partir vivant, parce que sinon, il va nous balancer. Donc, ils ont eu l'idée de l'enterrer vivant, mais malheureusement pour eux, et heureusement pour Samuel, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas la bonne étoile de sa grand-maman qui l'a sauvé, c'est en réalité un des voisins. Et oui, parce qu'autour du cimetière, il y a des petites maisons individuelles, et en fait, lorsque Samuel a crié de toute son âme, un des voisins était sur sa terrasse, il a entendu et à la gueule du cri, il a très bien compris que quelque chose de grave était en train de se passer dans le cimetière. Ni une ni deux, il a décidé de prendre son téléphone, appeler la police et ceux-ci ont fait très vite. Après une petite chasse à l'homme, les policiers ont réussi à mettre la main sur 3 des membres du groupe. Et autant vous dire qu'ils ont passé un sale quart d'heure au commissariat. C'est quelques jours plus tard seulement que Samuel a pu sortir de l'hôpital. Heureusement, il n'a pas eu de blessures plus graves. Par contre, le trauma psychologique, lui, il est bel et bien présent. Encore aujourd'hui, cette histoire s'est passée il y a plusieurs années, mais Samuel suit des séances de thérapie chaque semaine. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que les individus ont été arrêtés, jugés. Donc autant vous dire qu'ils ont pris une sacrée peine. Malheureusement, ils auraient dû prendre prison à vie. C'est peut-être un petit peu extrême, mais je suis désolé quand vous faites ce genre de
de choses, bah, c'est tout ce que vous méritez. Surtout quand on voit les séquelles que ça peut laisser chez un humain qui était juste là pour se recueillir sur la tombe de sa grand-mère. Donc il traversait déjà une sacrée période de merde et eux n'ont juste pas eu de meilleure idée que de le frapper et de vouloir l'enterrer vivant. C'est juste atroce. Heureusement que Samuel a pu s'en sortir sans trop de blessures physiques. Malheureusement pour les blessures psychologiques, elles sont là, mais il est sur la bonne voie de la guérison. Et je vous propose de vous raconter l'histoire de Dylan. Dylan est un jeune homme super sympa, il nous raconte que dans sa vie tout va pour le mieux. Il a un job juste incroyable, il a des responsabilités de ouf, à un jeune âge c'est plutôt bien. Il a son appartement, sa famille est en bonne santé, ses amis sont en bonne santé, donc tout va bien. Dans la vie, Dylan nous raconte que c'est quelqu'un d'assez solitaire. Et oui, il n'a pas de partenaire avec qui il partage son quotidien, mais lui c'est un peu son mode de vie, c'est un peu comme ça qu'il aime être, donc franchement c'est trop cool. S'il aime être comme ça, bah y a juste rien de mieux et moi je suis super content pour lui. Un fameux jour, au début des vacances d'été, Dylan nous raconte qu'il a envie de changer un petit peu de paysage. Une fois rentré du travail, chez lui, il décide de se rendre sur son ordinateur portable sur internet pour voir s'il n'y a pas des Airbnb à louer dans un village ou dans une ville pas trop loin de chez lui, mais juste histoire de respirer un nouvel air, de souffler un petit peu, de décompresser, de déstresser et de reprendre le travail de la meilleure manière possible. Après quelques minutes à découvrir le site, il nous raconte qu'il y a une petite maison pas si loin de chez lui qui est super sympa. Elle a l'air en plus assez moderne, elle est assez grande, il y a beaucoup d'espace donc c'est parfait. Il décide donc de contacter le propriétaire pour savoir si celle-ci est encore disponible à la location, aux dates où il veut, et très vite, le propriétaire lui répond que oui, celle-ci est toujours disponible, qu'il peut la louer sans hésiter, et qu'il ne regrettera pas son choix. Ça, c'est encore à vérifier. Sans hésiter, Dylan accepte, il loue la maison pour une semaine, et comme ça va lui faire de très belles vacances. À partir de ce moment-là, on n'a plus de nouvelles jusqu'au jour où il part justement dans cette maison. Dylan se réveille un matin, il prend son petit déjeuner, il va dans sa voiture, et c'est parti, en direction des vacances. Au bout de 2h30 de route, il arrive enfin dans le village dans lequel se situe la maison qu'il a louée. Il est complètement perdu, il active son GPS et il remarque que cette maison se situe dans une sorte de prairie. Cette prairie, il n'y a absolument rien autour si ce n'est une forêt. Et de l'autre côté, il y a une sorte de ferme qui a l'air d'être un petit peu abandonnée. Bon, alors pour le coup, pour notre ami Dylan, le cadre est idéal, personne va le déranger, au moins il est sûr qu'il n'y aura pas de bruit du voisinage, parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Il arrive face à la maison et là très vite, il remarque que elle a pas l'air d'être comme sur les photos. Effectivement, on remarque que c'est la même maison, mais sur les photos, elle a l'air d'être beaucoup plus neuve, beaucoup plus rénovée. Et là, elle est dans un état un petit peu douteux. Mais bon, il se dit, les photos ont certainement été prises il y a plusieurs années, il n'y a pas de problème, je vais toquer et je vais voir ce qui se passe. Il sort de sa voiture, il toque à la porte, et là, au bout de quelques secondes, un monsieur vient lui ouvrir. Il le reconnaît, il lui dit bonjour, bienvenue dans ma maison, voici les clés, venez, entrez, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous faire un tour du propriétaire et après je vous laisserai profiter de vos vacances. À l'intérieur de la maison, Dylan a le même ressenti qu'à l'extérieur, elle a l'air d'être complètement abandonnée, enfin... C'est assez bizarre. On est loin des photos qui ont été publiées sur le site, mais bon, de nouveau, il ne se pose pas plus de questions que ça. Enfin, un petit peu, mais il se dit c'est pas si grave parce que moi je viens pas pour le fait que la maison elle soit belle, je viens juste pour me reposer, me ressourcer et voilà. En 15 minutes, le propriétaire lui fait le tour de la maison, il lui explique un petit peu les différentes pièces, quelles sont les machines à utiliser, etc. etc. Et une fois terminé, il remet les clés à Dylan et s'en va. Parfait, les vacances peuvent commencer, Dylan ressort de la maison, il va dans sa voiture pour chercher ses bagages, il revient dans la maison, il les pose dans sa chambre à coucher et il commence à les défaire. Il installe tous ses vêtements dans les armoires, il met ses clés de voiture sur la table de nuit, etc. Et durant la fin d'après-midi, eh bien il se repose sur le canapé du salon, il fait une petite sieste, il est avec son ordinateur tranquillement et en début de soirée, il commence à se faire à manger. Très vite, il comprend que ça va être très compliqué de se faire à manger pendant une semaine tellement la cuisine est dans un piteux état. Il abandonne sa mission de se faire à manger. Il va sur son ordinateur et regarde pour commander. Au bout de quelques minutes, il trouve enfin une pizzeria qui peut livrer chez lui, enfin du moins dans la maison dans laquelle il est, parce que tellement celle-ci est reculée du monde qu'il n'y a presque aucun restaurant qui accepte de livrer. 2 heures plus tard, la pizza arrive enfin, Dylan se pose dans le salon, il la déguste, toujours avec un petit film sur son ordinateur, et arrivé 23 h, il décide d'aller se coucher. Il se dit aujourd'hui je fais tranquille, je vais me coucher assez tôt, je regarde un petit film dans mon lit, et demain matin, je me lève et je serai en forme. Dylan passe une excellente nuit malgré le fait que, je sais pas, il a une sensation bizarre. Cette maison, ça le tracasse un petit peu parce qu'effectivement sur les photos elle est incroyable, là elle est un petit peu moins. La personne avait l'air super sympa mais il se pose des questions. Le lendemain matin, Dylan se réveille en pleine forme, il nous raconte que pendant toute la journée il découvre les alentours. Il est allé se faire une petite marche super agréable et le soir, à nouveau, il rentre dans la maison qu'il a louée. Il commande à manger et passe toute la soirée dans le salon. Cette fois-ci, la fatigue l'emporte vers 1 h du matin. Il va dans son lit et essaye de s'endormir. Au bout d'une vingtaine de minutes, Dylan commence sérieusement à somnoler, il est un peu dans un état second. Il est couché sur le côté lorsque soudain,
il sursaute. Effectivement, devant lui, là où il regarde, il y a un tout petit miroir, et celui-ci donne directement sur la fenêtre qui est derrière lui. Lorsqu'il a regardé dans ce miroir, Dylan a aperçu une silhouette qui se tient devant la fenêtre et qui semble le fixer. Dylan, à ce moment-là, il a un bon réflexe, c'est de faire genre qu'il est en train de dormir. La dernière chose qu'il veut, c'est de montrer à la personne qui est dehors qu'il l'a aperçu, et là très vite, il observe la personne dans le miroir et il se rend compte qu'il s'agit du propriétaire de la maison. Bon, Dylan, à ce moment-là, il se dit « Qu'est-ce que le mec vient foutre à 1h du mat dans la maison qu'il vient de me louer? Pourquoi est-ce qu'il me regarde à travers la fenêtre de la chambre à coucher? C'est un petit peu glauque. » À partir de ce moment-là, tout va aller très vite. À un moment, Dylan voit que la personne se met en colère, que son expression faciale change radicalement et que le gars a l'air d'être super énervé. Au même moment, il part en courant d'un côté de la maison et là, Dylan commence à bader. Pourquoi? Parce que tout simplement, il entend que la porte d'entrée de la maison s'ouvre très gentiment. En quelques fractions de secondes, Dylan prend une décision et vous allez voir, ça va probablement lui sauver la vie. Il saisit ses clés de voiture qu'il a sur la table de nuit, il s'empresse de fermer la porte de sa chambre, il va contre la fenêtre, il l'ouvre et il l'enjambe. À ce moment-là, il est à l'extérieur et il attend quelques secondes. Quelques moments plus tard, il aperçoit que la poignée de sa chambre à coucher se met à tourner, donc quelqu'un essaye de l'ouvrir à nouveau très discrètement, et au moment où il voit la poignée qui se tourne, Dylan, il court en direction de sa voiture. Arrivé à celle-ci, il nous raconte qu'il est complètement en panique, il a de la peine à l'ouvrir, etc. Heureusement, il arrive à se reprendre, il arrive à la déverrouiller. Il entre dans celle-ci, il fait une marche arrière et il se barre le plus loin possible. Une fois arrivé à un endroit qu'il considère comme safe, il prend son téléphone, appelle la police locale pour lui expliquer qu'il y a eu une intrusion dans sa maison, qu'il soupçonne que c'est le propriétaire et qu'il faut absolument intervenir. Malheureusement, Dylan n'aura jamais de nouvelles de la police. Il ne sait pas s'ils sont intervenus, s'ils ont trouvé une personne, s'ils ont pu l'arrêter ou quoi que ce soit. Il n'a jamais eu de nouvelles et ça, c'est un petit peu dommage. Il a donc été obligé de se faire sa propre théorie, son propre film, et vous allez voir, ce n'est pas si bête. En fait, lui, il soupçonne que cette personne qui loue la maison, elle n'est pas très bienveillante, qu'il attire des clients assez aisés financièrement dans sa maison avec de très belles photos rénovées, etc. Mais qu'en réalité, elle est complètement abandonnée, elle est complètement chelou. Et en fait, lui, il se dit qu'il les attire dans cette maison pour pouvoir les cambrioler. Et à ce moment-là, Dylan, il se fait une réflexion, il se dit, mais au poignet, j'avais une montre qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le propriétaire s'en est très certainement rendu compte et il s'est dit, ben, je vais aller le braquer pendant la nuit. Quand on est propriétaire d'une maison, il n'y a rien de plus simple, on a probablement un double des clés, donc on peut entrer juste à tout moment. Et dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je trouve que cette théorie, elle est très plausible, elle est même très probable. Donc j'attends vos retours, ça m'intéresse vraiment, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'était mon histoire, elle était assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, je laisse la parole à Giuliano qui va vous raconter la sienne. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir ce qu'il fait. J'espère que ça va vous plaire. Un très grand merci Giuliano d'avoir accepté d'être dans cette semaine spéciale. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, de mon côté, ça a été un très grand plaisir. Je vous laisse avec son histoire et j'espère que ça va vous plaire. Les amis, on est parti pour la dernière histoire. J'espère qu'elle vous fera flipper. Et je pense que ceux qui font de la coloc ou qui sont étudiants et qui cherchent un appart, cette histoire, elle est faite pour vous. Vous n'allez pas forcément bien dormir. Tout commence avec Lisa. Elle nous explique que quelques semaines avant d'écrire son post, elle a dû prendre un avion pour se rendre dans une petite ville des États-Unis. Et ce, dans l'optique de faire le tour du quartier et d'y louer une maison ou un appartement, puisqu'elle reprend bientôt l'école et elle va donc avoir besoin d'un endroit pour se loger à côté de son université. Et c'est sur le site Craigslist, un espèce de Le Bon Coin américain, qu'elle a trouvé une petite résidence dans un quartier calme. Elle nous dit que durant son échange par mail avec le propriétaire, celui-ci lui a semblé sympathique, jeune, assez dynamique et lui a aussi demandé de l'appeler 1 heure avant son arrivée pour être sûr que le rendez-vous tienne toujours. Lisa, accompagnée de son petit ami, se rend donc dans ce petit quartier et comme convenu, elle appelle le propriétaire 1 heure en avance, sauf que celui-ci ne répond pas. C'est une situation assez énervante, mais Lisa a vraiment besoin d'un logement avant la rentrée et décide de tout de même se rendre devant la maison avant de rappeler le propriétaire qui cette fois-ci répond. Mais au bout du fil, c'est une voix plus grave, lente et âgée qui lui répond. Elle est un peu surprise parce que dans sa tête, c'était un homme beaucoup plus jeune à qui elle a parlé. Mais après, il faut pas se fier aux apparences, elle n'est pas trop inquiète et elle lui explique qu'elle est devant la maison avec son petit ami et qu'elle l'attend. L'homme devient alors furieux et il lui dit « Tu ne m'as pas dit que tu avais un copain ». Pour Lisa, c'est pas forcément une information qu'elle croyait utile, surtout qu'elle ne vivra pas avec lui dans cette maison. Et l'homme, après une longue pause,
Lui dit simplement « Ça m'énerve lorsque les gens ne me disent pas qu'ils sont mariés. J'ai juste été surpris par la nouvelle. J'arrive tout de suite. » La question que tout le monde se pose à présent, c'est pourquoi ce revirement de situation et pourquoi le fait que Lisa soit venue accompagner est un problème. Quelques minutes après la fin de l'appel, un jeune homme extrêmement mince et à l'allure très étrange et mal soignée sort de la maison que Lisa est censée visiter. Il les regarde rapidement, puis rentre dans sa voiture et part. Encore une fois, c'est un événement qui ne rassure absolument pas Lisa, qui tente de faire demi-tour, mais à ce moment-là, le propriétaire arrive. C'est un homme dans la cinquantaine, grand, imposant, mais avec une expression dans le visage qui leur fait froid dans le dos. Il arrive à leur hauteur et leur dit d'une voix monotone « Je vous aurais bien serré la main, mais elle est toute sale. » L'homme s'intéresse alors à Lisa en ignorant totalement son petit ami et lui pose plein de questions sur l'école où elle va, quelles sont les prochaines maisons qu'elle ira visiter et quelles sont leurs adresses, ou encore si son petit ami viendra lui aussi en ville. Lisa et son petit copain lui posent à leur tour quelques questions pour apprendre à le connaître, questions auxquelles l'homme refusera de répondre. Ça commence à faire énormément de red flags et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger puisque l'homme coupe court à la conversation et demande à Lisa « Veux-tu voir ma cave ?» Aucun des deux n'a franchement envie de mettre les pieds dans cette maison, mais se sentant un peu obligé et ne sachant pas trop comment gérer la situation, ils décident finalement de le suivre à l'intérieur. Et en ouvrant la porte de la cave, ils y voient de vieux escaliers descendre dans la pénombre. L'homme appuie alors sur l'interrupteur pour allumer la lumière, sauf que rien ne se passe. Apparemment, l'ampoule est cassée et ne s'allume pas, et Lisa et son petit copain s'attendent à une réaction normale, du style ah mince, la lumière ne marche pas, j'irai la faire changer, on va passer à une autre pièce. Mais à la place, ils le voient simplement descendre les escaliers jusqu'à se retrouver complètement dans le noir, et il leur demande alors « Vous ne me suivez pas ?» Le petit ami de Lisa lui répond alors « S'il fait noir, alors il n'y a rien à voir en bas. » On notera qu'il n'est pas con, son petit copain. L'homme remonte alors les escaliers, ferme la porte de la cave et vous allez voir que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant puisque toute cette maison est un red flag. Lisa nous explique qu'il n'y a qu'une seule sortie possible et c'est bien évidemment la porte d'entrée, sauf que celle-ci se verrouille automatiquement. Autrement dit, le propriétaire a installé un système qui fait que dès que la porte se ferme, elle se verrouille et il faut donc une clé pour la rouvrir même si on se trouve à l'intérieur. Il leur fait aussi visiter le reste des pièces et a un comportement vraiment très étrange. Lisa et son petit copain remarquent par exemple qu'il essaie souvent de mettre sa main dans sa poche sans arriver à en sortir ce qu'il a à l'intérieur. Et le propriétaire leur explique aussi qu'il y a un étudiant qui vit dans la maison et quelque chose va attirer leur attention puisque dans cette soi-disant chambre d'étudiant, ça a plus l'air d'être une mise en scène qu'autre chose. Il y a effectivement des livres sur un bureau, mais ceux-ci sont totalement génériques et elle nous explique que c'est pas du tout le genre de livre qu'on va utiliser à l'université. Son armoire est uniquement remplie avec 3 t-shirts blancs et sur la table il y a un bol de fruits, mais pourtant le frigo est totalement vide, il n'y a aucun couvert dans les tiroirs. Lisa et son copain visiteront une à une toutes les pièces, sauf celle qui mène au grenier et que le propriétaire refuse de leur montrer. Il invente plusieurs excuses au fur et à mesure des questions, comme par exemple que le grenier n'est pas encore terminé, qu'il y entrepose du matériel ou encore que la pièce sent mauvais. Et effectivement, Lisa nous dit qu'en passant devant la porte qui mène au grenier, elle a senti une odeur de putréfaction terrible. Finalement, notre ami et son copain arrivent à sortir de cette maison tant bien que mal, ils montent dans leur voiture et ils font mine de s'en aller. En réalité, ils attendent un peu plus loin, au coin de la rue, et encore une fois, quelque chose va les étonner, puisque le propriétaire, qui était monté dans sa voiture en prétextant retourner au travail, regarde si personne ne le suit, puis il sort de sa voiture et il rentre de nouveau dans sa maison. Lisa et son petit copain décident de faire des recherches sur l'homme en rentrant, et les résultats sur lesquels ils vont tomber ne vont pas du tout les rassurer. En effet, ils apprennent que l'homme ne possède aucun immeuble. Il n'est propriétaire d'aucune bâtisse dans la ville, mais en plus, lorsqu'il retourne sur l'annonce, l'adresse qui figurait sur celle-ci a disparu. En gros, il l'a tout simplement supprimé du site de vente en ligne. Et ce, seulement quelques heures après la visite de Lisa.
Elle nous dit que c'est une des expériences les plus flippantes qu'elle a vécues de sa vie et qu'elle est bien heureuse de ne jamais avoir pris cette maison qui avait tout l'air d'être un énorme piège. Moi, il y a un dernier détail qui me turlupine. Oui, j'ai dit turlupine, et alors? C'est bien sûr que l'odeur de viande pourrie dans le grenier, ainsi que la porte qui se verrouille, même de l'intérieur automatiquement, ça sent quand même pas mal le tueur en série ou le trafiquant d'organes. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de Coralie. Alors comme je vous l'ai dit au début, on se croirait vraiment dans un film d'horreur. À cette époque-là, Coralie a 25 ans, elle nous raconte qu'elle vient de commencer à travailler et que cette histoire, elle se passe à Londres. Coralie travaille dans une société qui est en lien avec la finance et elle ne nous explique pas vraiment en quoi consiste son job, par contre on sait que ça se passe dans un bureau. C'est assez faible comme information, mais c'est le seul détail que j'ai. Au niveau de sa situation, c'est assez simple, Coralie elle est célibataire, elle vit toute seule dans un petit appartement qui est situé au centre de Londres. C'est un 2 pièces et demie. Le quartier est plus ou moins sympa, il est assez tranquille, et surtout un avantage, c'est qu'il est proche de son job. Elle a un seul transport en commun à prendre pour s'y rendre et ça prend à peine 5 minutes. Pendant les premiers mois où Coralie travaille dans la société, elle nous raconte que tout se passe à merveille. Ses collègues, ils sont incroyables, vraiment, ils l'aident à s'intégrer, ils l'aident pour son job, et ça lui donne franchement envie de continuer dans cette entreprise parce que je sais pas si vous travaillez déjà, mais avoir des collègues qui vous font vous sentir bien et qui vous intègrent à l'équipe, c'est juste trop cool. Vous n'êtes pas tout seul dans votre coin à rien comprendre. Très vite, une complicité s'est installée entre elle et ses collègues, vraiment, ils font partie de la même famille, et elle nous explique qu'aller travailler, c'est devenu un réel bonheur. Et mes amis, je pense quand on arrive à ce stade, quand on va travailler avec le sourire et pas la boule au ventre, c'est juste le plus gros accomplissement qu'on puisse avoir dans une vie, ou du moins l'un des plus grands, parce que vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien d'aller bosser avec le sourire, et ça je le souhaite à absolument tout le monde. Un fameux matin, Coralie se réveille, elle prend son petit déjeuner, et aujourd'hui, elle doit aller travailler. Elle fait sa petite morning routine, elle prend les transports en commun, et se rend sur son lieu de travail. Là-bas, elle retrouve tous ses collègues, elle effectue plusieurs tâches durant toute la matinée, et à midi, elle va manger avec l'ensemble de l'équipe. Le repas se passe absolument à merveille, la rigolade est au rendez-vous, et l'après-midi, eh bien, tout le monde reprend ses tâches. Elle nous explique que dans son bureau, en fait, c'est pas vraiment un bureau, c'est plutôt un open space, et que par conséquent, elle le partage avec plusieurs personnes. Du coup, pendant l'après-midi, eh bien, elle continue de travailler, elle discute un petit peu avec des collègues à gauche à droite. À 15 h, elle prend sa pause, et à 18 h, elle termine enfin le travail. Après une longue journée, Coralie rentre chez elle, elle se pose dans son canapé, et elle fait une petite sieste. Au bout d'une petite heure, notre amie se réveille et elle va se faire à manger. Malheureusement, elle se rend compte que dans son frigo et dans son placard, il n'y a absolument rien. Elle décide donc d'enfiler ses chaussures et d'aller acheter de quoi se nourrir. Ça tombe bien, en bas de chez elle, à quelques minutes, il y a un petit magasin où elle peut aller se rapprovisionner. Elle descend les escaliers, elle arrive dans la rue, et là au loin, elle entend un cri. Alors c'est assez inhabituel pour ce quartier, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un quartier qui est plutôt tranquille et avec des gens sympas. Elle regarde un petit peu au loin, et elle voit qu'une femme est en train de se faire agresser. En gros, il y a quelqu'un qui essaye, je sais pas, de lui voler son sac ou de lui voler quelque chose. Et malheureusement, Coralie, elle n'a pas le temps d'aller l'aider parce que, à peine elle l'a vu, la personne a réussi à lui tirer quelque chose et est partie en courant. Elle décide tout de même de s'approcher de la victime pour lui demander est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle a des blessures ou quoi, et surtout pour l'accompagner au poste de police pour porter plainte. Bref, tout ça lui prend 30 et 45 minutes. Et à la fin de cette petite histoire, notre amie Coralie, elle va dans le magasin dans lequel elle était partie à la base, elle achète de quoi se nourrir. Elle rentre chez elle et elle se fait à manger. Une fois le plat cuisiné, elle va le manger devant une petite série Netflix et après quelques épisodes, elle va se coucher. Elle passe une excellente nuit, le lendemain matin, elle se réveille et aujourd'hui, eh bien, c'est de nouveau une journée de travail. Je vous épargne les détails, c'est exactement comme la veille, elle va au travail, elle fait son job et à la fin de la journée, elle rentre. Vers 23 h, Coralie va dans sa chambre, elle se démaquille, elle se met dans son lit et là, elle a un petit peu de mal à s'endormir. Pendant 2 heures, elle nous raconte qu'elle est sur son téléphone portable à scroller les différents réseaux sociaux, à regarder des articles, à regarder des vidéos YouTube, lorsque tout à coup, elle entend un cri qui provient de la rue en bas de chez elle. Là, elle se pose 2-3 questions, elle se dit mais ça fait déjà le deuxième cri que j'entends en 2 jours, c'est assez particulier. Elle se lève de son lit, elle s'approche de la fenêtre et elle regarde un petit peu si elle distingue quelque chose. Très vite, elle voit que à nouveau, une femme est en train de se faire agresser par une personne et là, elle a un petit tilt dans son cerveau. La personne qui est en train d'agresser cette femme, elle ressemble beaucoup à celle de la veille. Et qu'est-ce qui lui fait dire ça ? C'est tout simplement ses vêtements. Et oui, cette personne porte un très long manteau avec un chapeau. Et lorsque cette personne a agressé la femme et qu'il part en courant, elle voit que derrière lui, il y a une sorte de petite bande rouge. Donc en gros, sur le manteau, il y a une petite bande rouge à l'arrière. Là, notre amie, elle se pose des questions. Elle se dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas affaire à quelqu'un qui s'amuse à faire ça chaque soir ? Là, elle va faire une très bonne action. Elle descend en courant les escaliers de son immeuble
Elle ouvre la porte et elle dit à la victime de venir se réfugier dans le hall d'entrée. La victime s'approche en courant, une fois à l'intérieur, Coralie verrouille la porte, elle saisit son téléphone et elle appelle le commissariat. Très vite, une patrouille arrive sur les lieux de l'agression, mais malheureusement, l'auteur a déjà pris la fuite. Bon, l'essentiel c'est que la victime n'est rien, mais en fait, l'agression, elle s'est pas déroulée comme la veille. Et oui, le soir d'avant, vous vous souvenez, la personne a tenté de voler quelque chose à la personne, sauf que là, l'agression était plutôt physique. Et ça, c'est bien plus inquiétant. Coralie va donner les détails qu'elle a aperçus au policier, elle va leur dire, mais écoutez, la personne, elle avait un long manteau avec une petite bande à l'arrière, un chapeau, et j'ai l'impression que c'était la même que la veille. Les policiers prennent en compte tous ces détails, ils disent, bah écoutez, si vous avez le moindre problème, vous nous rappelez, et ben on vous souhaite malgré tout une bonne soirée. Une fois l'histoire terminée, Coralie remonte chez elle, elle se met dans son lit et au bout d'une petite heure, elle arrive à s'endormir. À partir de là, Coralie ne nous donne plus d'informations. L'histoire reprend en hiver de cette même année quand Coralie travaille toujours dans cette société. Un fameux jour, elle se réveille, elle prend son petit déjeuner, elle prend les transports en commun pour aller à son lieu de travail. Pendant toute la matinée, elle effectue ses tâches, elle nous raconte qu'elle discute un petit peu avec des collègues. Ces histoires d'agression, elles lui restent un petit peu dans la tête, mais elle les a un peu oubliées. Du moins, elle y pense plus activement. Et à midi, elle va manger avec toutes ses collègues. Il y en a une du groupe qui dit est-ce qu'on n'attendrait pas notre collègue qui finit sa séance dans 30 minutes pour aller manger. Je vous avoue, les autres sont là, ouais, 30 minutes ça fait un petit peu beaucoup, nous on a faim maintenant, mais il peut sans autre nous rejoindre au restaurant. Sa collègue lui dit pas de soucis, je vais lui mettre un message, comme ça il le voit dès qu'il finit sa séance et il nous rejoint directement. Et l'ensemble du groupe se dirige vers le restaurant. À l'extérieur, il fait super froid, il fait un petit peu sombre, parce que vous connaissez l'hiver, il fait rarement grand soleil, et l'ambiance dans le restaurant est super chaleureuse et super sympa. Pendant qu'elle attend son plat, Coralie discute avec ses collègues, elle discute de travail, de vie privée, vie professionnelle, etc. Lorsqu'au bout de 30 minutes, leur collègue les rejoint. En le voyant entrer dans le restaurant, Coralie commence vraiment à flipper. Ce collègue, elle l'a déjà vu, mais c'est la première fois qu'elle le voit arriver avec un manteau, avec une petite bande à l'arrière et un chapeau. Elle est tellement pas bien, notre amie Coralie, qu'elle nous raconte qu'elle a des sueurs froides, vraiment elle est en train de tomber dans les pommes, qu'elle essaye de le cacher au maximum, mais que vraiment, elle ne sait juste pas quoi faire. Parce qu'imaginez-vous, à ce moment-là, vous êtes autour d'une table avec plusieurs collègues, vous voyez un de vos collègues, donc que vous connaissez, arriver avec tous les habits d'un potentiel criminel, vous êtes juste bloqué. Elle est tellement paralysée, notre amie Coralie, qu'elle ne dit rien. La seule chose qui sort de sa bouche, c'est hello, et pendant tout le repas, elle se tait. Il y a même une de ses collègues à un moment qui lui dit mais écoute, est-ce que ça va? T'es vraiment toute blanche, t'es pas malade? Tu vas pas vomir ou... Franchement, si t'es pas bien, tu me dis et on sort. Et là, Coralie aurait eu l'opportunité de lui dire oui, je me sens pas bien, est-ce qu'on peut sortir et tout lui raconter? Mais non, elle avait tellement peur qu'elle a dit non, non, tout va bien, fais-toi pas de soucis. Bon, autant vous dire que le repas, il est très long, Coralie ne se sent pas bien du tout. Mais une fois terminé, tout le monde retourne au travail et là, Coralie se pose une question. Elle se dit mais comment est-ce que je vais faire pour savoir si c'est lui, parce que vraiment les habits sont identiques. Et là, elle fait quelque chose qui en temps normal ne se fait pas, mais vous allez voir, c'est une très bonne chose. À 15 h, une des collègues se lève dans l'open space et elle dit écoutez, on va prendre la pause. Tout le monde se lève pour aller, à l'exception de notre amie Coralie. Elle mytho, elle dit écoute, je dois vraiment finir un truc pour ce soir, c'est hyper urgent. Allez-y déjà et je vous rejoins dans 10 minutes. Tout le monde se lève, dont ce fameux collègue qui portait le manteau au restaurant, et ils partent à la pause. Coralie, à ce moment-là, elle se retrouve seule dans l'open space, il n'y a vraiment personne. Elle attend que tout le monde sorte de l'open space et au bout de 2 minutes, elle se lève et elle s'approche du porte-manteau. Et là, elle va avoir la brillante idée de fouiller celui-ci, mais ce qu'elle va trouver, ça va vous mettre de gros frissons. En fouillant la poche de ce manteau, Coralie découvre un porte-monnaie. Elle le saisit, elle regarde un petit peu son contenu, et dans une des petites poches qui est assez cachée, elle retrouve une feuille qui est pliée en plusieurs parties. Donc là, ce qu'elle fait, Coralie, c'est extrêmement intrusif, ne le faites jamais. Mais dans ce cas-là, vous allez voir, ça lui a vraiment porté chance. Enfin, chance dans le sens, ça a pu faire avancer l'enquête. En dépliant la feuille, Coralie remarque qu'il y a une série de choses notées et elle comprend assez vite de quoi il s'agit. En gros, sur cette feuille, il y a 2 colonnes. Il y a des prénoms et des dates. Et à côté, il y a soit une coche, soit rien. Coralie lit cette liste, elle voit qu'il y a plusieurs prénoms avec des dates et des coches, jusqu'au dernier, où elle s'aperçoit qu'il est écrit Coralie, une date, et qu'il n'y a rien. Une fois avoir regardé la date, Coralie va sur son ordinateur, et là, elle fait les gros yeux, parce que cette date, elle indique aujourd'hui. Dans sa tête, tout va très vite. Elle se dit, c'est une liste de personnes qu'il doit agresser. La coche, ça signifie qu'il l'a déjà agressé par le passé. Et la prochaine, c'est moi. Coralie ne réfléchit pas,
Elle prend son téléphone, elle appelle la police et lui demande d'intervenir très vite. Elle leur dit écoutez, il y a un de mes collègues, je le soupçonne très fortement d'être l'auteur des agressions d'il y a plusieurs mois. Il est là actuellement en train de faire sa pause dans le bâtiment, il faut absolument que vous veniez le chercher parce qu'en plus de ça, j'ai trouvé une feuille qui pourrait être une preuve. Et en quelques minutes à peine, les officiers entrent dans le bâtiment. Heureusement, au téléphone, elle leur a donné toutes les informations sur ce collègue, comme ça, lui ne se doute pas que c'est Coralie qui les a appelés, même si c'est un petit peu obvious, mais voilà. Ils interpellent l'homme devant tous les collègues à la pause, j'imagine que ça doit être assez malaisant, mais lui se laisse faire et il l'embarque au commissariat. Pendant plusieurs heures, il lui pose de nombreuses questions et celui-ci finit par avouer les faits. Et il confirme effectivement que Coralie était la prochaine personne sur sa liste, mais maintenant, ce que les enquêteurs doivent savoir, c'est pourquoi est-ce que Coralie était sur cette liste. Enfin, comment est-ce qu'il choisit ses potentielles victimes? Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est toutes des personnes qu'il connaît et qu'il trouve magnifiques. Le gars est complètement malade, il nous raconte qu'il a une obsession avec ces personnes, donc je ne sais pas face à quel dégénéré on se trouve, mais au moins, ce qui est sûr et certain, c'est que la police a mis la main dessus et qu'il n'est pas prêt de ressortir. Ce jour-là, ça a marqué un tournant dans la vie de Coralie. Elle nous raconte que depuis ce moment-là, elle se sent un petit peu mal de sortir toute seule le soir. Elle a même hésité à quitter son entreprise, mais elle s'est dit, bon, le gars, il a été arrêté, c'est un cas isolé, mes autres collègues sont tout à fait normaux, tout à fait sympas, donc je ne risque absolument rien. Et elle a bien fait parce que plusieurs mois après, elle a été promue, elle a pu grader et aujourd'hui elle a une vie très confortable. Les séquelles psychologiques sont malheureusement encore un petit peu présentes aujourd'hui, elle nous raconte qu'elle a encore 2-3 petites choses qui la trigger, mais qu'elle est très confiante quant au fait qu'elle s'en sortira un jour et qu'elle arrivera à oublier toute cette histoire. Je vous propose de vous raconter l'histoire de Mélanie. Cette histoire, elle se passe pas à une période quelconque de l'année, c'est à Halloween. Et je sais très bien que c'est probablement votre période préférée pour raconter une histoire d'horreur, c'est là où tout se passe. Et justement, vous allez voir, Mélanie, elle nous raconte quelque chose de particulièrement glauque. À ce moment-là de sa vie, Mélanie est super heureuse. Elle est dans un appartement qui est super beau, elle est avec son copain. Elle a un groupe d'amis qui est juste en or, elle les voit très souvent. Et elle nous explique qu'ils sont assez fêtards. Pendant cette période de sa vie, Mélanie, elle vit ses dernières années d'études. Et que du coup, pendant certaines périodes de l'année, eh bien les fêtes, ça y va comme il faut. Un fameux jour, Mélanie se rend à l'université, là-bas elle y rencontre tous ses potes. Et durant une leçon de maths qui est plus ou moins ennuyante, l'un d'entre eux s'approche d'elle pour lui faire une proposition. Il lui dit, écoute Mélanie, j'ai des voisins qui organisent une fête spéciale pour Halloween. L'idée, c'est de venir déguiser et de passer un excellent moment tous ensemble. Alors, vous ne connaissez pas encore le personnage, mais Mélanie, c'est quelqu'un à qui il ne faut pas proposer ce genre de choses 2 fois. Elle accepte immédiatement après qu'elle ait entendu le mot fête. Son pote est ravi, lui dit écoute, ça va être une excellente soirée, on va vraiment bien s'amuser, tu peux ramener qui tu veux. C'est dans une gigantesque villa, elle est au bord d'une forêt, vraiment il n'y a aucun voisin, donc on ne va déranger personne. Et Mélanie, elle est encore plus refaite. Là, elle va pouvoir inviter tout son cercle de potes et ça va être trop cool. Bon, c'est parfait, il y a encore quelques jours de cours à tenir et après, ce sera la débandade. Pendant le reste de la journée, Mélanie nous raconte qu'elle suit plusieurs cours qui sont plus chiants les uns que les autres. On passe par des maths, de la chimie, de la physique, bref, toutes des choses que personnellement je déteste. Après, c'est chacun ses goûts. Et à la fin de la journée, Mélanie rentre chez elle et elle retrouve son copain. Là, les deux amoureux passent une soirée tranquillement devant la télévision et vers 1h du matin, ils vont se coucher. Pendant plusieurs jours, Mélanie nous raconte qu'elle continue d'aller à l'université. Le soir, elle rentre chez elle, elle passe la soirée avec son copain et tout va pour le mieux. L'histoire reprend ce fameux jour lors de la fête de Halloween. Les jours qui précèdent, Mélanie et ses potes sont allés acheter des déguisements, des vêtements, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer la meilleure soirée d'Halloween possible. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Elle est invitée chez son pote dans cette fameuse maison qui est au bord d'une forêt. Et autant vous dire que notre amie, elle n'a pas chômé. Elle a créé un groupe WhatsApp avec plus de 50 participants, donc 50 de ses potes. Et à la soirée, c'est quelques 37 personnes, Mélanie comprise, qui vont se pointer à la fête. Donc quand son pote s'est approché de Mélanie pour lui dire écoute, tu peux prendre qui tu veux à la fête, Mélanie, il fallait pas lui répéter ça 2 fois. Vers 18h, notre amie et quelques-unes de ses potes se préparent dans la salle de bain et ensuite, elles prennent la voiture et se rendent tout droit sur les lieux de la fête. Là-bas, elle rencontre plein de gens, elle rencontre des amis en commun, bref, tout le monde. Et elle se sent presque mal à l'aise parce qu'en fait, elle pensait que ça allait être une fête avec 400 personnes. Or, il y a à peu près une 50aine de personnes à la soirée. Donc autant vous dire que Mélanie, elle a plus des 2/3 des personnes qui sont présentes à la soirée. Mais bon, au moins ça fait un petit peu d'ambiance, c'est pas de refus. Elle nous raconte que la soirée va se dérouler dans le jardin parce que c'est juste impossible de faire venir tout le monde à l'intérieur. Il y a des stands qui ont été prévus, bref, ça va être magnifique. Et vers 21h, la soirée commence sérieusement. Pendant plusieurs heures, les fêtards vont consommer pas mal de boissons, ils vont prendre d'autres choses un petit peu plus illicites. Mais ça, Mélanie, par contre, elle est catégorique, elle n'y touche pas. Elle a horreur de tout ce qui est alcool, substances illicites, etc. À la limite, elle prend un petit verre de temps en temps, mais ça reste très modéré. Et même ces quelques verres, en soi, c'est
c'est beaucoup trop parce que souvenez-vous, elle a la voiture, donc si je peux me permettre, si vous allez à une soirée en voiture, je veux qu'absolument personne ne touche à l'alcool. Parce que si c'est le cas, je vous retrouve et je vous banne de la chaîne, je vous mets une amende et tout ce que vous voulez. Plus sérieusement, faites très attention avec l'alcool au volant, s'il vous plaît, ça cause des accidents tous les jours. La vie est beaucoup trop belle pour qu'on se l'ôte d'une façon très bête, donc s'il vous plaît, attention, à vous et aux autres personnes sur la route. Voilà, c'était le petit moment prévention, mais je pense que c'est aussi notre responsabilité de vous mettre en garde, malgré le fait que vous soyez peut-être des adultes, mais un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Bref, la soirée bat son plein, vraiment Mélanie s'amuse de ouf, lorsque tout à coup, une grosse partie de la soirée décide de s'en aller. En fait, elle nous raconte que ces personnes-là vont probablement dans des boîtes de nuit ou dans des bars continuer la soirée, mais Mélanie, elle décide de rester dans cette villa. Effectivement, elle se plaît beaucoup, elle passe une excellente soirée, et elle n'a tout simplement pas envie de décaler. Ses potes lui disent, bah écoute, nous on va aller avec les autres, on va aller au bar, je te souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain, on s'écrit en attendant. Fais attention à toi, passe une belle soirée et à demain. À ce moment-là, Mélanie se retrouve avec une petite dizaine de personnes, vraiment ils sont en petit comité, et au fur et à mesure que la nuit avance, le groupe se rapetissit. À la fin, vers 4 h du matin, le groupe n'est plus que composé de 3 personnes. Mélanie et 2 garçons. Elle nous raconte que ces 2 garçons, c'est pas les personnes qu'elle connaît le plus au monde. Elle les a aperçus à 2-3 reprises dans la soirée, ils avaient des comportements un petit peu spéciaux, enfin c'est pas des gens qui ont l'air de beaucoup s'ouvrir aux autres. Au contraire, ils sont plutôt réservés, mais ça la dérange pas plus que ça, et elle se dit que passer la fin de soirée ensemble, bah, ça va peut-être les rapprocher, et que ça va peut-être faire en sorte qu'ils s'ouvrent un petit peu plus aux autres. Ils décident d'entrer dans la maison, de se poser dans le salon, mais très vite, Mélanie se rend compte que la discussion va prendre une tournure assez particulière. Effectivement, elle qui pensait que c'était des gens assez timide s'est trompé parce qu'en réalité, entre eux, ils se parlent énormément. Ils n'ont aucun filtre, ils n'ont aucun tabou et justement, le sujet de discussion, il est assez douteux. Alors bon, déjà pour vous mettre un contexte, ces 2 personnes sont déguisées en clown. Vous me direz, on a une fête d'Halloween. C'est normal, mais quand vous avez 2 personnes déguisées en clown qui parlent de faire des choses assez bizarres, c'est pas la chose la plus rassurante, parce que oui, ces 2 gars, ils sont en train de parler du fait qu'ils veulent commettre des atrocités dans le village, et là, Mélanie, elle n'arrive juste pas à capter s'ils sont en train de rigoler, donc un humour un petit peu noir, ou s'ils sont en train de dire la vérité. Pendant plusieurs minutes, elle bug sur sa chaise, elle est en train de les écouter parler, mais son cerveau ne fait rien, parce qu'elle est complètement en train d'halluciner, et à un moment, elle leur dit, mais les gars, est-ce que vous êtes en train de rigoler? J'arrive pas à comprendre si vous êtes sérieux ou pas. Et un des gars lui lance un regard très noir, et il lui dit, bien sûr qu'on est sérieux, regarde. À ce moment-là, ce mec se lève de sa chaise, il va chercher quelque chose dans une autre pièce, parce qu'en fait, ce gars, c'est le propriétaire de la maison, et il revient avec une machette. À ce moment-là, Mélanie a la confirmation, ces 2 personnes sont complètement dégénérées, elles ne rigolent pas, et leur plan, il est très simple, c'est de se rendre dans le village et d'attaquer toute personne qui est en train de fêter Halloween à l'extérieur. Là, Mélanie, elle ne peut pas appeler la police, elle ne peut pas appeler quelqu'un pour les prévenir. Non, elle décide de les écouter jusqu'à la fin de la conversation et tout va aller très vite. À un moment, les 2 garçons finissent de discuter, ils se lèvent pour pouvoir se rendre dans le village, ils saisissent leur machette et se mettent en route. Ils disent à Mélanie, viens avec nous, tu verras, on va bien s'amuser, et là notre amie, elle ne peut juste pas refuser. Elle a beaucoup trop peur de se prendre un coup de machette si jamais elle dit non, les gars, vous êtes juste complètement malades, je ne viens pas avec vous. Et pendant plusieurs centaines de mètres, elle les suit en pleine nuit. Arrivée à une sorte d'intersection, Mélanie ralentit un petit peu le pas, elle laisse prendre de l'avance, et tout à coup, elle se met à courir dans une direction complètement opposée. Son but, il est très simple, c'est d'aller se cacher le plus loin possible de ces 2 mecs, de prendre son téléphone et d'appeler immédiatement la police pour qu'ils viennent les intercepter avant qu'une horreur soit commise. Eh bien, elle va réussir à faire tout ça, elle est allée se cacher dans la forêt qui était pas loin de la maison, elle saisit son téléphone, elle appelle les flics et elle leur dit les gars, il faut venir très vite en nombre pour arrêter ces mecs parce qu'ils vont commettre une atrocité dans tout le village. Quelques toutes petites minutes après, les 2 garçons croisent le chemin de policiers. C'est pas les patrouilles qui ont été envoyées, mais c'est des policiers qui ont été mis en contact par la radio, donc ils étaient sur le bon chemin. Ils savaient parfaitement à qui ils avaient affaire et ils les ont arrêtés. Emmenés au poste, les 2 garçons ont dit qu'effectivement ils étaient sous substance, qu'ils voulaient commettre l'irréparable et que si Mélanie n'avait pas saisi son téléphone pour appeler la police, une catastrophe sans précédent serait arrivée en plein milieu du village. Donc est-ce qu'on peut dire que Mélanie est une héroïne? Je pense que oui. Bien joué à la police qui a su intercepter ces 2 mecs complètement malades. Apparemment c'est pas des gens qui sont méchants de base, mais les substances leur ont fait complètement perdre la tête. Donc à nouveau, petite prévention, arrêtez avec toutes ces bêtises, arrêtez avec toutes ces conneries, ça ne sert à rien. Ça peut que vous apporter du mal. Heureusement, le drame a été évité, Mélanie n'a pas été blessée, le village a pu vivre Halloween comme si de rien n'était. Ces 2 personnes ont été mises hors d'état de nuire, donc tout va bien. Un grand merci à Mélanie pour son geste juste héroïque, et elle nous raconte, elle, que pendant plusieurs jours après, ça a été un petit peu particulier comme sentiment, elle se sentait à la fois comme la sauveuse de l'humanité, enfin, c'était assez particulier, et franchement, j'ai envie de dire, je la comprends tout à fait. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, maintenant, je vous laisse avec Haken qui va vous raconter une histoire
très badante. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour les plus anciens qui me suivent depuis très longtemps, ça va vous mettre la puce à l'oreille, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous retrouve à la fin de son histoire pour conclure cette semaine spéciale vacances. Merci à Haken de participer à cette semaine, ça me fait super plaisir. Et bonne suite de vidéos. Salut la communauté de Melvin, j'espère que vous allez bien. Merci à Melvin et aux Melvinos de m'accueillir sur cette chaîne pour raconter une histoire. J'espère que cette histoire vous plaira. Cette histoire est pour l'occasion de la fameuse semaine de Threadrunner des vacances de notre cher Melvin. Donc je vais vous raconter une histoire qui devrait vous plaire parce qu'elle va se passer dans un lieu où on aimerait tous être. La mer. Cette histoire, ce sera l'histoire d'Isabelle. Isabelle nous dit que son histoire s'est passée entre Noël et le jour de l'an. Ça peut sembler bizarre que cette histoire se passe à cette période-là et qu'en plus ce soit dans la mer parce qu'il fait froid et on n'a pas envie de se baigner, mais il faut savoir qu'Isabelle vit dans un endroit assez particulier, elle vit dans les Caraïbes. Donc à cette période-là de l'année, là-bas, on peut se baigner. Elle nous dit que elle ainsi que sa famille, elle est âgée de 25 ans, ont l'habitude de faire de la plongée. Sa famille est plus habituée qu'elle, elle est plutôt experte, donc sa famille a tendance à aller dans des endroits assez particuliers, assez profonds, sans moniteur. Isabelle, elle doit quand même avoir un moniteur à ses côtés, en tout cas elle se sent plus rassurée, et elle n'est pas entre guillemets qualifiée pour aller faire de la plongée sous-marine toute seule dans des profondeurs. Elle adore ça, sa famille un peu plus, et elle le fait vraiment d'une manière pas professionnelle. Sa famille, eux, le font quasiment tous les week-ends, elle, c'est plus du hobby. Isabelle nous explique rapidement, ça tombe bien pour ceux qui n'ont jamais fait de plongée sous-marine, c'est mon cas, comment ça se passe. En gros, on peut descendre plutôt tranquillement jusqu'à une certaine profondeur. Mais à un moment donné, une fois qu'on a atteint la profondeur limite, il faut descendre par palier pour éviter l'effet de pression. Et il faut aussi le faire quand on remonte. En fait, il faut laisser à chaque fois un certain temps au corps de s'adapter à la pression de l'eau. Si on remonte trop vite, on peut avoir certains maux, ça peut nous faire du mal, allant au pire des cas jusqu'à la mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite éviter à tout prix. Je pense que vous serez d'accord. Mourir, c'est pas cool. Donc, Isabelle ainsi que sa famille se disent qu'elle va suivre quelques leçons privées avec un moniteur pour pouvoir se rappeler un petit peu des bases, être prête pour pouvoir faire la fameuse plongée avec sa famille. Un jour, Isabelle va à la plage pour faire la plongée avec sa famille. Sa famille, elle, va à un endroit où elle n'est pas capable d'aller. Donc, elle se retrouve seule avec son moniteur. Alors qu'elle s'entraîne un peu avec lui, elle récupère ses réflexes parce qu'elle avait déjà fait de la plongée, donc elle n'était pas étrangère par rapport aux différentes techniques. Mais elle s'en rappelait plus trop, c'est un peu comme le vélo, on peut un petit peu oublier comment on en fait, avoir un peu de mal au début, mais ça se perd pas vraiment. Avec elle, il y avait pas mal de débutants, et d'ailleurs, elle nous dit qu'elle faisait partie des plus expérimentés du bateau. Certains n'avaient vraiment jamais fait de plongée, elle avait ses bases. Donc, voyant que Isabelle n'a pas besoin d'être accompagnée spécifiquement parce qu'elle connaît déjà un petit peu les bases du truc, le moniteur décide de prendre Isabelle avec quelqu'un qui est vraiment débutant. Il faut un petit briefing tranquillement, il rappelle les différentes règles, comment on communique sous l'eau, c'est-à-dire avec des signes de la main. Sous l'eau, on ne parle pas, on n'est pas des poissons. Et donc, très à l'aise dans l'eau, Isabelle se fait plaisir. Elle passe un moment incroyable, elle est très contente. La petite appréhension qu'elle avait disparaît, donc elle commence à faire des petits allers-retours, à faire un petit peu sa petite vie sous l'eau, pendant que le moniteur lui explique un peu plus en détail, il accompagne la personne qui débute. Tout était, selon ce que nous dit Isabelle, parfait. Il y avait juste un petit bémol, c'est que ce jour-là, il y avait pas mal de vent. Donc, qui dit vent, dit aussi qu'il y a pas mal de houle. On pourrait se demander pourquoi ça pourrait poser un problème. Eh bien, en fait, il se trouve qu'avec la houle, ça demande plus d'efforts aux nageurs pour aller d'un point A à un point B. Donc, qui dit plus d'efforts, dit plus d'oxygène qu'on consomme. Donc, la bouteille d'oxygène se vide plus vite que si la mer est calme. Voyant qu'elle a un peu du mal à nager à cause de la houle, Isabelle fait un petit signe à son instructeur pour lui dire que elle va commencer à manquer d'oxygène. Elle va commencer à manquer, mais elle n'est pas en rate d'oxygène. Elle en a encore assez suffisamment. Et donc, l'instructeur lui fait un petit signe pour lui faire comprendre qu'elle peut remonter sans qu'elle soit accompagnée. Et alors qu'elle se dit que tout est bon, qu'elle a informé son instructeur, elle voit un nageur qui commence à nager vers elle. Sauf que ce nageur, c'est pas l'instructeur, c'est pas le débutant qui était avec elle, c'est pas quelqu'un qui fait partie du groupe non plus, donc qui sait. Ce gars avait un équipement de plongée complet, donc instinctivement, Isabelle s'est dit que ce mec-là faisait partie du groupe, qu'elle ne l'avait juste pas vu quand elle était sur le bateau. Le gars nage très rapidement vers Isabelle et il lui fait des signes pour lui faire comprendre que lui va manquer d'air. Isabelle nous explique que quand on est sous l'eau, il y a une procédure très stricte à respecter. Quand une personne est en danger, notamment dans le cas où elle va manquer d'air, il faut l'aider, sans se poser de questions. Faut pas réfléchir, qui sait, etc. Tu l'aides. Chaque seconde
est vital parce que si la personne perd connaissance sous l'eau, c'est la noyade. Donc, ce que fait Isabelle, c'est qu'elle sort un appareil respiratoire de rechange et elle le donne au gars. Ce qui veut dire que elle et lui tirent de l'oxygène sur la bombe d'oxygène d'Isabelle. Vous comprenez le truc, déjà qu'elle commençait un peu à manquer d'air, là ils sont deux à tirer sur la bouteille d'oxygène, ce qui veut dire que ça descend 2 fois plus vite. Le calcul est simple. Et alors qu'elle check un peu le niveau d'oxygène dans sa bouteille, elle remarque que son instructeur commence à nager vers elle ainsi que l'homme qui la rejoint, mais un peu inquiet, comme s'il se posait des questions. Et c'est là que la personne qui avait demandé de l'air à Isabelle enlève l'appareil et il s'en va. Isabelle, elle comprend pas. Elle se dit que le gars n'avait plus d'oxygène dans sa bouteille et il repart en mettant de nouveau son propre appareil à oxygène. Isabelle remonte à la surface, elle a un peu mal remonté, donc en revenant, elle avait un peu des vertiges, la nausée, donc cette rencontre, c'est pas quelque chose qui l'a marqué de suite et dont elle a voulu parler tout de suite. C'est une fois qu'elle est revenue bien sur le bateau, qu'elle s'est calmée, que le bateau avait pris le chemin vers la plage, que là, elle a commencé à se poser des questions sur le fameux type qui était venu la voir, elle regarde un petit peu autour d'elle, elle ne le voit pas. Donc là, elle se dit, c'est bizarre. La personne, je pensais peut-être qu'elle était sur le bateau, mais là, c'est sûr, elle n'y était pas. Elle demande donc à son instructeur qui était ce plongeur, et le plongeur dit qu'il ne sait pas. Peut-être c'était juste quelqu'un d'un autre groupe, et qu'il avait perdu ce groupe, et un peu paniqué, il avait besoin de se calmer, il avait trop consommé sur sa propre bouteille, et donc il a demandé de l'aide. C'est possible. On cherche à rationaliser, pourquoi penser au pire tout de suite? On est quand même dans un thread d'horreur. Isabelle demande, ok, mais pourquoi à ce moment-là il m'a demandé de l'air? Et là, l'instructeur, encore une fois, cherche à trouver des solutions. Il dit, peut-être qu'il t'a fait un signe de la main, mais que tu n'as pas compris ce qu'il voulait te dire. Sauf que Isabelle, elle en est pas à son coup d'essai en plongée, donc elle est quand même certaine que ce mec, ce qu'il a fait comme signe, c'était le signe « j'ai un manque d'air ». Le lendemain, Isabelle va faire de la plongée, cette fois-ci, avec sa famille. Elle a fait sa séance de récup, ça s'est bien passé, etc. Elle a repris toutes ses bases, c'est bon, elle peut faire de la plongée avec sa famille. Le moniteur, cette fois-ci, n'est pas un moniteur, mais une monitrice. C'est pas le même qui lui a fait réapprendre les petites bases. Cette monitrice, nous allons l'appeler Charlie. Il se trouve que ce qui s'est passé la veille, cette rencontre avec ce fameux plongeur, eh bien ça a un petit peu inquiété Isabelle. Elle pensait pas à mal, elle se disait mais est-ce qu'il a bien retrouvé son groupe, etc. Donc elle a parlé avec Charlie pour lui demander si elle avait eu vent de quelque chose. Charlie demande donc à Isabelle de décrire l'homme, et après la description, elle dit « Oh !» Mais c'est Marvin. Charlie explique à Isabelle qu'en fait ce fameux Marvin, donc le plongeur qu'elle a rencontré la veille, se préparait pour devenir lui-même un moniteur de plongée. Donc ce fameux Marvin demande généralement qu'on l'amène quelque part dans la mer le matin et on revient le chercher l'après-midi. Elle dit que il a été vu, tout va bien, il a monté à la surface, il est vivant, il n'y a pas de problème. Donc Isabelle, elle est rassurée, elle se dit bon, on s'est juste mal compris du coup avec ce fameux Marvin, tout va bien, l'histoire est réglée, plus besoin de s'inquiéter, je peux faire ma plongée tranquillement et profiter à fond, sans me dire que peut-être quelqu'un est mort. La plongée se passe bien, le reste de la semaine même se passe très bien. De plus en plus, Isabelle progresse dans la plongée, elle arrive à aller de plus en plus loin, aller sur des spots de plus en plus difficiles, donc que demander de mieux? Les plongées avec Charlie la monitrice se passaient extrêmement bien, plus de nouvelles de Marvin, d'ailleurs il n'a pas été revu, donc tout semble se profiler au mieux, sauf bien le dernier plongeon. On est donc maintenant vers le jour de l'an, donc vers la fin des vacances, donc pour marquer le coup, Isabelle et sa famille veulent faire une belle plongée. Ils prévoient de plonger au niveau d'une épave, et Isabelle se sentait suffisamment à l'aise et en forme ce jour-là pour tenter la plongée sans avoir la monitrice avec elle. Il y aurait donc juste Isabelle et sa famille. C'était un endroit assez profond, bien plus profond que ce qu'Isabelle avait l'habitude de faire, mais elle était avec sa famille, donc au pire s'il y avait un problème, sa famille pouvait l'aider à gérer. Elle se sentait plutôt en confiance, beaucoup plus en confiance qu'au tout début de ces séances de plongée, on lui avait dit que la famille aimerait visiter l'épave. Là elle se dit ok c'est bon, ça se gère. En plus, petit point positif dans tout ça, le premier instructeur, celui qui a réappris les bases à Isabelle, était là. Pour une affaire personnelle, il voulait juste visiter en fait l'épave de son côté, donc il a dit t'inquiète pas, si jamais t'as un problème, tu me fais un signe, je viens te chercher. La famille aussi est contente que l'instructeur soit là, parce que bon, vaut mieux avoir un professionnel que des particuliers dans ce genre de circonstances si jamais quelque chose ne va pas. Donc qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La descente commence, le groupe commence à nager autour de l'épave. 2 fois le moniteur des premiers jours est croisé, Isabelle lui fait un signe pour lui dire que tout va bien, et c'est là qu'Isabelle voit quelqu'un d'autre. La personne qu'elle voit, c'est Marvin. Marvin, comme à la première rencontre, nage vers Isabelle. Isabelle se trouvait un peu en dessous du niveau de l'eau où elle doit faire attention, où elle doit faire à chaque fois attention à chaque palier pour pouvoir s'adapter, etc. Peut-être que certains voient déjà où ça va aller. Et Marvin, comme la première fois, fait des signes pour dire qu'il manque d'air. Isabelle est méfiante parce qu'elle se dit mais la première fois il m'a fait les mêmes signes,
et on m'a dit qu'en fait il avait pas besoin d'air. D'un côté elle trouve ça bizarre, mais d'un autre côté elle se dit la règle numéro 1 c'est que si la personne fait ce signe là, il faut lui donner de l'air. Donc encore une fois elle tend son appareil de rechange et en plus elle est moins inquiète que la première fois parce que là elle a beaucoup d'air. Donc s'ils sont à deux à tirer dessus, ça devrait aller. Elle est pas à la limite un peu comme la dernière fois. Marvin prend le truc pour respirer. Il attrape le bras d'Isabelle. Isabelle voulait voir que l'oxygène est resté à Marvin, donc elle a fait une sorte de signe de tête, sauf que Marvin a caché sa bouteille. Et d'un coup, il commence à la tirer vers le haut, chose qui est très dangereux. Isabelle, paniquée, lui fait des signes pour lui dire que non, il ne faut pas qu'elle remonte. Elle n'était pas en soi super profond, mais il fallait quand même qu'elle fasse attention, il y avait quand même un réel danger. Si jamais les choses n'étaient pas bien faites, je le rappelle, elle pouvait perdre la vie. Elle commence à paniquer, qui dit panique dit respiration haletante, donc l'oxygène est aussi de plus en plus consommé. Et là, le père d'Isabelle voit la scène, mais n'a pas forcément réagi. C'est pas qu'il ne voulait pas réagir ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'a pas compris en fait ce qu'il se passait. Donc il l'a regardé, mais il a ensuite détourné les yeux. Les plongeurs avaient sur eux une sorte de petit ordinateur de plongée qui leur expliquait un petit peu la marche à suivre. C'est-à-dire qu'ils étaient en quelque sorte détectés. Quand ils arrivaient à un palier, ça faisait une sorte de bip. Ça mettait aussi un petit minuteur pour leur dire combien de temps ils devaient rester à tel palier pour pouvoir adapter leur corps à la pression de l'eau. Isabelle a montré ce fameux ordinateur à Marvin. Marvin a regardé. Il a souri et il a continué de prendre Isabelle par le bras pour la faire monter. La panique a encore augmenté d'un niveau pour Isabelle quand son ordinateur a bipé pour dire qu'elle devait arrêter de bouger pour adapter son corps. Isabelle comprend que si elle ne fait pas ce que son ordinateur de plongée lui dit, elle peut avoir de graves séquelles. Et là, de nouveau, le père d'Isabelle a vu la scène. Et là, il a compris que quelque chose n'allait pas. Très rapidement, il a nagé vers Isabelle, et Isabelle, dans un réflexe, met une sorte de droite à Marvin. La droite, dans l'eau, est très lente, mais assez pour le faire bouger. Le père, lui, attrape la cheville de sa fille, et il la retire vers le bas. Marvin, voyant que le père est arrivé à lâcher Isabelle, et il est reparti rapidement en nageant. Le père, qui était quand même assez expérimenté en plongée, s'est assuré que sa fille allait bien. Il a bien fait en sorte qu'à chaque fois, elle décompresse, que son corps s'adapte à la pression de l'eau, etc. Et là, immédiatement, voyant ce qui s'est passé, c'est la fin de la plongée. Tout le monde retourne au club de plongée, en toute sécurité, aucune séquelle pour personne. Et une fois sur place, le groupe a revu la fameuse monitrice Charlie. Le père ainsi qu'Isabelle ont raconté ce qui s'est passé avec Marvin, et tout de suite, elle est devenue très pâle. Elle est devenue très pâle pour une raison bien particulière. Cette raison, c'est qu'elle sait que Marvin est absent pour la journée. Il est absent parce qu'il suit une formation de plongée dans une autre station. Donc aucune chance qu'il soit dans les parages. C'est-à-dire que la personne qui a voulu tirer Isabelle vers le bas n'était pas du tout Marvin, la personne à laquelle on pensait, mais un étranger. Isabelle se pose des questions et se dit que peut-être la personne qu'elle avait vue la première fois n'était pas Marvin, mais était ce fameux étranger, et que pour une raison qu'elle ignore, plusieurs fois, il aurait essayé de la tuer. C'est là que ce témoignage s'arrête. J'espère que c'est un témoignage qui vous a plu, peut-être quelque chose qui va vous faire peur si jamais vous avez de la plongée prévue pour cet été. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a attiré, et avec cette histoire, je pense que je vais remettre ces objectifs-là à plus tard. En tout cas, merci à toi Melvin de m'avoir accueilli sur ta chaîne, c'était un plaisir de raconter cette histoire pour tes abonnés, pour tes chers et fidèles Melvinos qui te suivent. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous laisse avec Marvin oh ça y est, je suis matrixé. J'espère que cette histoire vous a plu, et puis je vous laisse avec Melvin pour la suite de la vidéo. Voilà mes amis, j'espère que l'histoire qu'Aken vous a racontée, elle vous a plu. Pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vraiment depuis tout début de la chaîne, vous aurez remarqué que c'est une histoire que moi j'ai déjà racontée. Ça devait être, sauf erreur, la 6 ou 7e vidéo de la chaîne, et je peux vous afficher la miniature. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez faire une comparaison. Il y a peut-être quelques détails qui changent, mais globalement c'est les mêmes. À Aken, moi je lui ai dit de choisir une histoire qui lui plaisait, et franchement c'est assez marrant de voir qu'il a choisi une histoire que j'ai déjà racontée, et surtout de la façon dont lui la raconte. En tout cas, moi j'ai énormément apprécié, j'espère qu'Aken t'a kiffé aussi, que vous les abonnés, vous avez adoré. Un grand merci du fond du cœur pour tout le soutien qu'il y a eu sous cette semaine spéciale vacances. Un très grand merci en particulier à Léo, Giuliano et Aken qui ont fait partie de cette semaine. Ils ont pris du temps pour raconter une histoire sur ma chaîne et ça me fait vraiment super chaud au cœur. Les gars, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur la chaîne, j'espère qu'il y aura d'autres collaborations dans le futur. Merci à vous, les abonnés, pour tout le soutien. Venez me rejoindre sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'aventures. Pour moi, il est temps de prendre un petit peu des vacances, il y aura une vidéo par semaine pendant plusieurs semaines. J'espère que ça va vous plaire, profitez bien de votre été, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Moi, je vous fais un gros bisou, je vous retrouve très vite. C'était Melvin, ciao tout le monde.